à tous et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver en direct en ce mercredi 18 mai, il est 12h30. J'espère que vous allez bien malgré une chaleur grandissante, une chaleur qui fait rigoler évidemment toutes les personnes venant du sud de l'hémisphère nord, mais chaleur qui met en PLS tous ceux qui sont plutôt du nord de cet hémisphère, comme c'est mon cas. J'ai du mal à supporter, j'ai même dormi dehors à la Belle Étoile. Tellement je n'en pouvais plus d'être à l'intérieur. J'ai dormi dehors. On s'est installé sur le balcon, j'ai dormi dehors. Voilà. Connecter la clim prochainement. J'aimerais éviter d'avoir allumé la clim à l'infini, mais c'est terrible. Je ne supporte pas la chaleur, elle supporte bien la chaleur. Elle est avec moi tous les jours. C'est Lox. Comment ça va, Lox? J'adore la chaleur, le soleil vient à moi. Je t'ai attendu toute l'année. Merci d'exister. Praise the sun. Ah oui, moi c'est. Praise the sun. Eh oui, praise the sun. Évidemment. Ça va bien, Lox? Ça va, écoute, très bien. On s'habitue à ces températures. C'est vrai que c'est pas le plus agréable à Paris, donc je partage le fait que c'est pas la chaleur comme on l'aime forcément. Mais après, on va s'en sortir. Il y a les moustiques. Autre anecdote, eux, personne ne les aime. Il faut ce qu'il faut. Un moustique qui a fait suer madame pendant la nuit. C'est vrai. Tu sais, on a une raquette électrique pour leur écouter leur mère. C'est le bruit. J'étais en train de dormir tranquillement, mais elle, le moustique l'empêchait de dormir. Elle est arrivée et le moustique était juste au-dessus de ma tête et elle l'a foudroyé. Et ça a fait, tu sais, genre le tonnerre de Zeus. J'étais en train de dormir, qu'est-ce qui se passe au secours? Pourquoi ne me jugez pas? C'est hyper bruyant. C'est hyper bruyant pour la taille que ça fait. Ouais. Trop chiant, j'en peux plus. Voilà, il y a pas tous ces nuisibles quelque part en hiver. On est mieux. Mais il n'y a pas aussi le sourire de nos invités aujourd'hui. Un K.O. est avec nous. Bonjour K.O, comment ça va? Ça va super. La sudation est extrême, mais ça va. Tu arrives à prendre des couleurs ou pas? Après, comme toutes les personnes fragiles, je pense qu'on passe par la période écrevisse. Ensuite, on pèle. Ah, t'as une période écrevisse, on pèle. Donc, on peut faire des abat-jours. La mue la mue classique. En fait, on peut faire des nouveaux vêtements aussi, c'est bien. Et après, petit teint à lait qui part au bout de 2 jours. Oh Donc c'est beaucoup d'efforts pour peu de résultats. C'est vraiment terrible, la blancheur. Reza, comment ça va? Ça va très bien et toi, Ken? Eh bien, parfaitement. Supportes-tu mieux la chaleur que nous autres? Ouais, non. Enfin, comme disait Laura plutôt, c'est Lox. Ça dépend de l'environnement que tu trouves. Et ouais, c'est vrai que. C'est Laura là. C'est qui, Laura? C'est quoi ça? En région parisienne, je suis pas spécialement fan du soleil, de la chaleur. Ouais, c'est Pour dormir, ça me dérange. Mm. Donc du coup, je dors un peu plus tard, le temps que ça se rafraîchisse un peu, et je me lève super tôt. Donc, C'est bien, t'as raison. Donc tu dors pas, quoi. Après, un peu moins que d'habitude. D'habitude, je dors 6h30, on va dire, maximum 7h. Là, je dors 5h, on va dire, quand il fait chaud comme ça. Écoute, 5 heures, ça te paraît peu Ah oui, c'est très peu. Ah ouais? Ah ouais. Attends, mais ne soyez pas étonnés. On vient juste de La base, c'est d'être unilatéral pour qu'il y en ait une qui soit enfoncée. Mon Dieu, vous dormez 5 heures? Je suis sur du 8h minuit chaque nuit. 8 heures minuit? Nous ne jugeons pas. En ce moment, je suis dans une période où je dors vraiment beaucoup. Mais bon. Après, il fait chaud actuellement, c'est vrai que c'est un peu difficile. Nous ne jugeons pas ici, nous ne jugeons pas. Les heures de sommeil, c'est important. Ouais, et puis pas de problème de moustiques, puisque moi j'ai affronté les moustiques congolais, donc les moustiques en France, c'est niveau facile. Ah ouais. Donc je me suis jamais plaint des moustiques ici. J'avoue, Du moins en région parisienne. J'avoue, c'est pratique, plus que leur piqûre. C'est leur bruit qui est vraiment agaçant quand elle te passe justement C'est ici. bien. Ouais, c'est terrible. C'est pour ça qu'on les raquette. Roland Garros, c'était Roland Garros hier soir déjà à la maison. Au menu aujourd'hui de ce lunch, on va se taper une grosse revue de presse avec peu d'actualité. C'est rigolo, mais c'est vrai. On va reparler de Red Dead Online. Les joueurs sont pas contents. C'est terrible. Vous nous avez oublié. Pas content. Le hashtag Save Red Dead Online sorti. Voilà, tout le monde dans la rue pour justement essayer de faire quelque chose. On en discutera évidemment tous ensemble. Red Dead Online doit-il être mis à jour? Enfin, on va parler de Multiversus qui s'est révélé hier à la fois dans un live exclusif réservé à la presse, mais aussi via des annonces réservées au public. On essaiera de vous dire ce que l'on sait. Ce nouveau Smash Bros dans l'univers des personnages de Warner promet d'être impressionnant. Puis enfin, c'était le showcase de 505 Games. Quelques jeux montrés
et remontrer avec un suivi des jeux bientôt sortis. C'est le cas notamment d'Eiyuden Chronicle, on en parlera justement ici. Puis on parlera alors attends, je voulais marquer Itadaki parce que moi Itadaki c'est Itadaki. Inagaki, non? Itagaki, c'est ça. Itagaki, c'est après, ouais. Ouais, Itagaki, hein, mon très cher Polo. Itagaki, hein, qui est évidemment l'ancien développeur Team Ninja, responsable de Ninja Gaiden, Dead or Alive. Pourquoi on en parle plus? Parce qu'il a créé un compte Twitter, non pas pour communiquer sur ses projets, mais pour communiquer avec son public. Les développeurs de jeux doivent-ils communiquer avec leur public? Mais c'est vrai qu'il parle avec nous et ça, c'est sympa. On verra, en tout cas, si c'est une initiative qui peut être intéressante et profiter aux jeux vidéo modernes. Puis enfin, la première chronique sera consacrée à un nouveau solo dev, hein, puisque tu as rencontré Kao Yelboy. Excuse-moi, j'ai beaucoup de mal avec mon quoi suédois, son quoi? C'est néerlandais. Néerlandais, Voilà. c'est magnifique. Et encore, en plus, pour la petite anecdote, en fait, il m'a envoyé une vidéo où il a dit, regarde, écoute ce youtubeur, il prononce bien mon nom, au début de la vidéo. Je l'ai mis en boucle 30 fois, je l'ai jamais entendu. Du coup, je suis allée sur Google Translate néerlandais pour écouter. T'as bien fait. Mais bon, c'était la seule solution. Mais oui, Yelboy, du coup, qui est pourquoi le développeur. Je parle pas néerlandais. C'est trop dur. Complexe. Non, mais normalement, les néerlandais, c'est toujours van quelque chose. Lui, c'est le seul néerlandais qui est pas toujours des vannes quelque chose. Le cliché. Le cliché. Oh là là. Monsieur Baguette. C'est le Monsieur cliché. Baguette. Ken Baguette Bogard. Ken Baguette Durand. Bogard. Évidemment, c'est moi, bien entendu. Voilà, portrait évidemment entier de ce développeur solo. Puis enfin, le bref de l'actualité, Lop. Oui, alors beaucoup d'actu. Hein. On va parler justement du nouveau Arma, de projets de Techland ou encore beaucoup de PlayStation, Sony et Sonic. Voilà. Sony et Sonic. Voilà, en vrai, ça va pour le coup véritablement être le cas. Et bien sûr, on terminera avec notre petit Happy Birthday Game. Je vous ai rien teasé comme ça. Voilà, vous êtes obligés de rester maintenant. Je ne suis au courant de rien, bien entendu. On terminera cette émission avec le test réalisé par Reza de Salt and Sacrifice. Reza, tu as pu tester le jeu. Qu'en penses-tu, melon en main? Ah, de quoi melon? T'as pris le melon, toi, un peu, comme garçon, non? Ouais. Il mange le melon. Non, le jeu est cool. Il y a des choses bien, des choses moins bien. Du coup, j'ai essayé de faire un truc assez neutre. Donc, on va en parler tout à l'heure. J'ai essayé de faire un truc assez neutre. Nous en parlerons tout à l'heure. Ouais. Merci beaucoup, Reza. Vous connaissez le menu de ce lunch. On démarre tout de suite avec la revue de presse. C'est parti. C'est la folie, évidemment, dans le studio à chaque jingle de revue de presse. Je vous rappelle, merci évidemment à toutes et à tous d'être avec nous durant ce lunch play. Tous les jours de 12h30 à 14h30, nous revenons sur l'actualité jeux vidéo, tech et pop culture, ici même, en discutant de plusieurs sujets et en approfondissant d'autres via des chroniques, des débats et des dossiers. Aujourd'hui, une revue de presse en 4 sujets. On va commencer par parler de Red Dead Redemption 2, jeu fort d'un succès incroyable, sorti en 2018. Red Dead Redemption est aussi arrivé avec son online très attendu après un Red Dead Online premier du nom absolument gigantesque qui avait révolutionné d'ailleurs un peu le genre du online. Red Dead Redemption 2 est aussi arrivé avec son online. Seulement voilà, peu de mises à jour, peu de suivi et finalement un online qui peine à séduire les fans de Rockstar Games, préférant très largement aller jouer Donna dans GTA Online. C'est la grogne des joueurs de Red Dead. Le hashtag Save Red Dead Online est lancé et Rockstar est obligé de communiquer en mode « on vous a pas oublié les frères ». Par contre, on fera rien pour vous. Et c'est là où c'est difficile et où le bas blesse. Lox, pourquoi Red Dead Online paraît autant laissé à l'abandon, Parce qu'il est un petit peu vieux et c'est surtout parce que Rockstar, écoutez, il y a un petit jeu comme ça qui s'appelle GTA notamment, qui aurait pu sortir. Il y a des jeux chez Rockstar, des licences du type Max Payne aussi,
Donc forcément, on a beaucoup de projets chez eux et on peut s'attendre à ce qu'ils ne puissent pas être sur tous les fronts en même temps. Sur GTA Online, ils n'ont pas de problème. Bah non, mais justement, le taux de fréquentation de GTA Online, c'est quand même énorme. Actuellement, on a eu par exemple des événements sur GTA. Voilà, on a encore refait venir des gens en disant, bah voilà, regardez, si vous venez maintenant, vous allez pouvoir récupérer de l'argent, vous avez plein d'avantages à aller choper. Donc forcément, on ne peut pas être partout, tout le temps. On a des gros projets certainement à venir qui n'ont peut-être pas encore été annoncés d'ailleurs. On ne sait pas. C'est vrai. Mais ce que tu nous fais remarquer, c'est que Rockstar est là où le cash est. Et c'est peut-être un peu décevant aussi pour un ensemble de joueurs. On va vous demander d'ailleurs si vous avez déjà joué à Red Dead Online dans le chat ici. K.O. vis-à-vis de Red Dead Online, est-ce que tu as déjà joué au jeu ? Et attendez, pourquoi Rockstar tient plus finalement à mettre à jour et ressortir GTA qu'à entretenir son Red Dead Redemption 2, qui, je rappelle, est un succès incroyable. C'est des dizaines de millions de ventes. Ouais. Bah oui, j'ai fait le Red Dead 2 et j'ai fait une petite partie du online quand c'est sorti. Donc c'était une petite version d'essai, donc c'était encore. On avait une petite bêta. Gratuit. C'était la bêta justement. Et le online, voilà, il est sorti en 2019 et il a très bien marché en vrai la première année. Sauf qu'après, il a fallu attendre plus de 6 mois entre chaque mise à jour, des mises à jour bourrées de bugs, infernales. Ah ouais. Il y avait des chevaux qui étaient dans tous les sens, il y avait des animaux, on pouvait traverser. Enfin bref, c'était un cauchemar. Et voilà, donc 6 mois d'attente pour avoir des mises à jour qui sont abominables, c'est pas dingue. Surtout que le dernier, je sais plus comment ça s'appelle, il y a une mise à jour qui s'appelle, c'est pas la mise à 100. Il y a un truc avec le mot 100 dedans où en gros Rockstar promettait de faire des espèces de braquages un peu nouveaux, un peu plus stylisés, etc. Ouais. Des nouvelles missions un peu plus cool. Et au final, pas du tout. C'était des missions simples comme le jeu avait déjà avant en fait. Donc grosse déception. Et Rockstar, je pense pas qu'ils vont plus y mettre la main à la pâte dedans. C'était déjà à l'abandon déjà après 2019 où ils ont mis beaucoup de temps à corriger les bugs, beaucoup de temps à sortir des trucs. Donc non, je pense que... C'est vrai qu'on c'était Red Dead. Ouais, et c'est Red Dead vraiment. Et malgré la crise des joueurs, ils avaient même fait une petite manifestation où ils avaient habillé leur personnage en clown. Ah ouais. Ouais, ils avaient pris multiples screens, etc. Et ça avait fait un petit peu bouger les choses. Ouais, c'est ça, c'est 2019-2020. Ouais. Je me souviens, on avait parlé commencé, dans le journal à l'époque. On avait, ça fait partie des nombreuses manifestations qu'on a pu avoir. On a eu Animal Crossing après par la suite. Oui, tout, mais les précurseurs, c'était quand même chez Red Dead. J'avoue. Mais bon. Alors le sondage est lancé dans le chat et il y a plus de 60% des gens qui n'ont jamais joué à Red Dead Online, faisant remarquer d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on fait un sondage, avez-vous joué, il y a plus de 60% des gens qui n'ont jamais joué, ce qui veut dire que tous les gens qui nous regardent ne jouent à rien du tout. En fait. Mais ça fait... ils sont là quand même. Mais ils sont là pour prendre... Il faudrait corriger le sondage par est-ce que vous n'y avez jamais joué, mais est-ce que ça vous intéresse quand même? C'est ça, parce que là, ça casse les pieds. Chaque fois, il y a 60% des gens qui n'ont jamais joué, ça casse les pieds. Le dernier coup, vous avez joué à Silent Hill, 60% du chat, non, j'avais joué à Silent Hill. C'est les mecs qui les grands classiques. Là, on parle de Red Dead, un des jeux les plus populaires, 60% du chat, ils n'ont jamais joué. Mais demandez-leur s'ils ont joué à Code et FIFA. Peut-être que là, on aura plus de monde. Je fais le sondage. Ça tire. T'as 60% des gens qui n'ont jamais joué à Code, jamais joué à FIFA. Mais tu joues à rien, vous jouez à rien, vous faites quoi? Vous jouez à des jeux vidéo quand même, rassure-moi. Ils regardent ton émission. Oui. Ils regardent, ils s'informent sur le jeu vidéo. C'est bien. C'est ça. En fait, ils font comme moi. Ils s'informent sur le jeu vidéo, mais ils ont le temps de jouer à rien, donc ils jouent à rien. Donc ils connaissent tout, ils peuvent parler de tous les sujets. Oui, c'est ça, c'est comme quand tu regardes un stream, tu joues au jeu par procuration. Voilà. Et là, on reconnaît évidemment tous les let's players YouTube de l'histoire. Ça réclame le nouveau sondage, c'est terrible. Juste pour parler de Red Dead Redemption 2, le jeu est fantastique et son online promettait quand même des libertés incroyables, des choses absolument impossibles à réaliser avec d'autres jeux. Pourquoi ça ne fonctionne pas, à ton avis, mon bon Reza? Question compliquée, moi j'ai pas vraiment... C'est pas que ça fonctionne pas, ça fonctionne, mais pourquoi est-ce que ça a moins d'intérêt pour les joueurs finalement qu'un GTA Online? GTA Online est déjà installé, faut pas oublier que GTA c'est un jeu de 2013. En 2013, j'étais encore à l'école, j'étais en BTS. Et ça joue encore. Tu vois Et aujourd'hui, il y a des mecs qui jouent encore. Il y a des mecs qui, en 2013, eux, étaient à l'école primaire et ils jouent à GTRP aujourd'hui. Donc voilà, ce qui est bien, c'est quand tu fais un jeu LTS, long term support, plus le temps avance, plus c'est facile de faire des mises à jour et d'implémenter des choses. Donc aujourd'hui, pour moi, ça me semble normal que GTA puisse avoir des bonnes mises à jour, à un moindre coût. Des bonnes mises à jour, à un moindre coût qu'un Red Dead qui est sorti en 2018 et qui fait partie vraiment des jeux fin de gen PS4 qui sont bien boostés. Puis voilà, en plus, GTA, c'est un peu plus fun, donc...
Red Dead, il y avait eu des promesses. La vraie raison, c'est peut-être que les cow-boys c'est un préfèrent les pirates, quoi. Ouais, aller sur c'est marrant, mais après, je pense que bien évidemment, je pense que GTA est beaucoup plus populaire. Même si Red Dead reste quand même surtout le 1 en plus. À l'époque où il sort le 1 sur Play 3, c'était un truc de fou. Rockstar, ils font le. Qui est quand même le sorti taf. dans des conditions aussi. Moi, je me souviens d'une chose qui a fait que je me suis pas particulièrement lancée. Bon, déjà, je suis pas la plus grosse fan de cow-boys. Moi, je suis team pirate. Mais ça, c'est en détail, on s'en fout. C'était aussi le fait que c'est un enfant qui a été accouché dans la douleur. Red Dead Online. Aussi, ouais. Du coup, quand on a eu toutes ces histoires et tout derrière, c'est vrai que tu vois, le jeu, il a un petit peu souffert d'un marketing, limite d'une réputation un petit peu compliquée. Et c'est vrai qu'il a mis un peu de temps, comme tu me disais, Chaos, c'est genre, il y avait pas mal d'histoires de... moi, je voyais 1 milliard de clips, de bugs, tu vois, de trucs improbables qui t'arrivaient dans le jeu. Et je pense qu'il en a un petit peu souffert aussi. Après, il n'y a pas de joueur sans mage. C'est bien simple. Hein. Si le jeu, il a un peu de mal au début, s'il y a un suivi du jeu qui reste continu, tu restes et tu fais venir d'autres joueurs au fur et à mesure, non ? D'accord, parce que tu sais que GTA... La majorité de l'action, je pense, des utilisateurs en ligne sur GTA, c'est le RP. Oui. Le RP vient pas de l'éditeur. Après, je sais pas si c'est la majorité en vrai. Après, moi, j'ai pas de chiffre officiel. J'ai pas de chiffre officiel, mais je parle en temps. Ici qui nous racontent qu'ils jouent à GTA, ils jouent pas au RP. Hein. Ouais, mais quand tu vois aujourd'hui la popularité du jeu en ligne, après ça représente pas forcément la base de joueurs, mais du moins si on se base sur la popularité du jeu en ligne, que ce soit via YouTube et via Twitch, et je parle vraiment à l'international et pas que en France. Le RP prend une place de fou dans la vie de GTA. Et bien évidemment, tu as tous les utilisateurs... Chez nous, mais je pense qu'une non, partout, je te parle partout. Ouais, parce que moi, je regarde le RP anglophone. Il y a aussi le RP chez les Allemands. Et partout, dans les plus gros youtubeurs, streamers GTA, dans les pays étrangers, souvent, c'est des mecs qui font du RP. Pour moi, le RP, c'est très populaire sur Twitch et YouTube, mais ça reste très niche auprès du grand public, à mon avis. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut peut-être différencier les deux. Parce qu'après, voilà, t'as les utilisateurs lambda qui rentrent du boulot, qui lancent sa PlayStation. Lui, on sait pas ce qu'il fait. C'est ça, mais c'est à eux qu'on s'adresse aussi. Ça se trouve que la plupart de ces gens-là, eux, jouent au classique. Mais c'est vrai que le RP, ça a quand même pris une autre dimension depuis Et c'est moins bon pour le RP Red Dead Online que GTA, à votre avis ? C'est une vraie question, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait relancer peut-être une dynamique auprès du grand public. Regarde, il y a une statistique que j'étais en train de chercher. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. C'est parce que là, je suis en train de regarder. Ils disent 44 millions d'exemplaires vendus pour Red Dead Redemption 2. Ok, la licence Red Dead approche donc les 70 millions de jeux vendus. Et tu vois, sur toutes les statistiques qui nous sont offertes et données, t'as pas un mot, t'as aucune statistique de données sur le online. Sur le online, on sait pas combien de joueurs de online. Sûrement moins que Après, t'as aussi, GTA, faut oublier que c'est un jeu solo à la base, à l'époque. Oui, même si le online qui est arrivé, moi j'ai beaucoup dosé le online sur GTA 4 à l'époque, mais c'est-à-dire qu'il y a toujours énormément de gens d'une certaine génération qui achètent GTA pour faire le mode histoire et qui vont jamais jouer en ligne au final. Donc on se retrouve un peu avec une communauté segmentée en trois. T'as ceux qui font le solo qui jouent pas en ligne, t'as tous ceux qui jouent en ligne sur console où là il y aura pas d'RP, et t'as tous les gens PC qui vont aussi parfois passer par le RP. Sachez qu'on est rassuré puisque 85% des personnes dans ce chat ont déjà joué à un jeu vidéo. Ouf, ça me rassure quand même. C'est une petite brise de fraîcheur là. On t'avait coupé KO sur le sujet, tu voulais ajouter quelque chose ? Que le RP sur Red Dead est un peu plus compliqué parce qu'on n'est pas sur de l'actualité, on n'est pas sur au jour d'aujourd'hui où c'est plus simple de s'identifier. On est sur Clint Eastwood. Exactement, et s'identifier à Clint Eastwood, c'est pas facile. C'est pas facile, et surtout mettre au point des histoires, des relations avec d'autres personnages dans un contexte que tu connais mal, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus simple à faire, quoi. En tout cas, Touquet est mis en accusation sur le manque de suivi de Red Dead Redemption Online. Il n'y a pas vraiment de suite à Red Dead de prévu, ni même de remaster ou de portage. Le prochain gros jeu de chez Rockstar, on le sent arriver, c'est bien entendu GTA 6. On sait que Max Payne va revenir aussi. On ne sait pas si ce dernier sera avec un online. Mais en tout cas, modulo, ceux qui veulent Bully 2, comme Paul, évidemment, ici, pour Red Dead, pas un jeu mort, un Red Dead Online, mais je pense que la grogne n'a pas fini de continuer. Hein. Je suis en train de bien aller fouiller, mais ouais, clairement, il y a comme tu dis, il y a une forme d'abandon vraiment de la part de Rockstar. Voilà, on a des données sur GTA Online. Tu peux lire justement qu'ils ont eu plus de 40 mises à jour. T'as tout le temps des mises à jour régulières. Bon, après, en termes de vente aussi de la licence, GTA, comme on dit, c'est 165 millions d'exemplaires. Ils viennent de le lancer en standalone, GTA Online. 165 millions d'exemplaires. Donc forcément, même si les chiffres sont impressionnants sur Red Dead, c'est vraiment rien. C'est très mince à côté de ce que peut représenter GTA, j'imagine, chez Rockstar, quoi. Et surtout que ça fait depuis janvier à peu près qu'il y a un hashtag qui tourne, Save Red Dead Redemption, le online, et ça prend pas. Voilà, on verra si Tech2 prendra ses responsabilités.
En tout cas, pour GTA, la grogne est là. Si vous voulez suivre la grogne, un hashtag, ça peut permettre de vous nourrir. Probablement, au lieu de jouer à des jeux vidéo, vous pouvez aller sur le save Red Dead Online et puis regarder les gens pleurer. Ça peut aussi faire votre après-midi. Ils ne pleurent pas, ils sont plutôt heureux. Ce sont les joueurs de jeux de combat platformer, puisque Multiversus s'annonce particulièrement intéressant. Warner a de nouveau communiqué sur le nouveau Smash Bros. Like, si vous préférez le terme, évidemment. Platform Fighter, oui, évidemment. Alors, on va donner les vrais termes, on va dire la vérité aux gens. Tout le monde est là, tout le monde évidemment ne peut que parler de Smash Bros. Lorsque l'on passe de ce genre de trailer-là. Un nouveau trailer avec une introduction et les voix en français, introduisant la plupart des personnages du jeu, issus évidemment de l'univers des licences de chez Warner. C'est que voilà, on a Arya quand même de Game of Thrones. C'est Arya de Game of Thrones. Je l'ai vu dans les listes, mais... Ouais, c'est Arya de Game of Thrones, tout à fait. Enfin, je crois, j'ai jamais vu Game of Thrones, mais il me semble. Dans les bouquins, peut-être. Ouais. C'est vrai. Après, ouais, c'est ouf. Ouais. C'est vrai que là, ils l'ont mis en mode bouquin avec les cheveux longs et machin. C'est ça. Mais... On dirait Harry Potter, là. Ouais. De toute façon, elle a la cicatrice, elle aussi, c'est ça, non? Non. Et on a Shaggy qui s'énerve, évidemment, sur Bugs Bunny. Bon, tout le monde commence à se foutre sur la gueule. Donc, je rappelle, le jeu est un platform fighter pensé pour le 2 contre 2. Et, eh bien, ce dernier va arriver avec plusieurs phases d'alpha et de bêta. Une alpha qui va commencer en mai, dont vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. J'ai vu quelques influenceurs Smash Bros qui ont déjà reçu leur petite liste j'avoue qu'elle est stylée. Leur petite liste de alpha testeurs. La bêta, elle, arrivera en juillet. Et l'Evo, l'un des plus grands tournois de jeux de combat du monde, mettra le jeu en side event avec un cash prize de $100,000 à se répartir pour les 32 équipes arrivant dans le top 32 du jeu. C'est gigantesque d'un point de vue com. Le jeu a de sérieux arguments en sa faveur, bien entendu. Il est gratuit. Free to play. Il sera équipé d'un online très demandé, le fameux rollback netcode. Il sera cross-platform et il sera aussi le fameux cross-save, enfin vous savez, la transversion totale de vos données. Donc peu importe où vous y jouez, peu importe comment vous y jouez, peu importe si vous avez les moyens d'y jouer, vous pourrez y jouer. Des arguments très rares dans le monde des jeux de combat, et d'ailleurs c'est un des premiers à faire justement ça. Tour de table ici, du coup, est-ce qu'on croit avec ce cast absolument incroyable? D'ailleurs, on peut même retrouver la totalité du cast du jeu sur jeuxvideo.com, c'est quand même assez fou. Arya Stark, Batman, Bugs Bunny, Finn de Adventure Time, Garnet de Steven Universe, Harley Quinn, Jack the Dog, le géant de fer, Rain Dog, Shaggy, bien entendu, de Scooby-Doo, Steven Universe, Superman, Tom et Jerry, Taz, Wonder Woman. Voilà, il y en a encore bien d'autres à arriver là-dedans. Lox, après avoir vu un peu ce que les devs ont mis, là, on va avoir un petit match lancé entre des devs et des joueurs de brawler. Ouais. Ça te fait penser à quoi? Alors là, ça me fait penser déjà à un point sur lequel il fait que j'y crois plus. Que même si j'ai craqué et que j'ai acheté plein pot, bien évidemment, Nickelodeon All-Star Brawl. Eh bien, c'est pas grave, je regrette pas. TPK me l'a fait acheter aussi. Je voulais soutenir, j'étais contente de voir Bob l'éponge. Il est totalement au garage. Mais là, il n'y a rien à acheter. Et c'est pour ça que là, j'y crois plus. Et typiquement, moi, tu vois, j'ai vu Arnett de Steven Universe. J'adore Steven Universe, on va pas se mentir. Et je pense que je ne suis pas la seule. Et j'ai un profil en tête du nom de Sonic Fox, typiquement, qui est un énorme fan lui aussi de la licence, et comme on le sait, c'est un gros joueur de Versus de son côté, donc je me dis qu'en vrai le jeu, déjà au moment de sa sortie, on risque d'en entendre un peu plus parler que les autres. En plus de ça, le roster actuel, c'est pas le roster définitif, c'est un roster qui va grandir au fur et à mesure du temps. Donc ça veut dire que s'ils arrivent à trouver, à implémenter justement les bons personnages, je pense qu'il a une chance de venir se dépatouiller. Et en plus de ça, comme tu viens de nous dire, on se positionne avec des compétitions, avec un énorme cash prize pour du Versus, on va se le dire. C'est plus, il faut le savoir, $100,000, c'est plus que n'importe quel tournoi officiel en lice à l'Evo. Donc le tournoi Side a plus d'argent, alors que le jeu ne sera pas sorti, je vous rappelle, que les tournois principaux. On vous a posé la question, allez-vous
tester ce multiversus. Je vous rappelle qu'il sera gratuit, prévu très probablement en août, juste après le tournoi de l'Evo. À mon avis, une annonce de la sortie officielle du jeu. Est-ce que le jeu vous intéresse ? Ça nous intéresse de savoir, sachant qu'il y a une grosse communauté de joueurs de Smash Bros, notamment parmi la communauté Le Stream. K.O, je te vois faire la grimace. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas mes lunettes, c'est tout. Ah oui, d'accord. Zoua. Ok. Excellente réponse. Oula, tu trouves que sans lunettes, on voit rien, on comprend rien à ce qui se passe dans le jeu là ? Juste, déjà dans ce genre de jeu, j'ai du mal c'est pas très lisible pour moi. J'ai du mal à suivre les personnages, etc. Donc là, j'essaie juste de me concentrer un petit peu. Le jeu est pensé pour le 2 contre 2, ce qui rend évidemment la lisibilité de l'action compliquée. Les personnages sont tous différents, donc aussi c'est simple. Il y en a pas 38 000 petits, donc c'est ok. Mais c'est vrai qu'après, voilà, mettre un cash prize aussi gros sur un jeu qui n'est pas encore sorti incite les gens à. C'est de la com. Hein. Alors, voilà, c'est de la curiosité. En Overwatch League, ils jouent sur une bêta, hein, tu sais. Joue sur une bêta. Oh, c'est vrai. Pardon, oui. Donc, en vrai, on n'est plus à ça près. Les termes. Ah, c'est vrai, pardon. Ouais, les termes. Je veux pas chipoter. Mais du coup, ouais, ça incite forcément les gens à s'intéresser un peu au jeu. Et après, voilà, ça restera jamais un Smash. Donc, je sais pas si je porte un réel intérêt ou Ce pas. sera mieux que Smash. Moi, je ne sais pas. Donc, Moi, je sais. Alors, Reza, Non, rien. De quoi Reza, à ton avis, Oui. pour toi, tu dis le mieux sera mieux que Smash. C'est vrai Non, que non, les non. arguments sont là, déjà, Je troll. déjà gratuit, déjà avec un meilleur online, très Oui, ça va probablement partir que de le demain, jeu, elle accessible est à pas plus compliquée. d'alpha. Pas À partir fermé, de ouais. demain, l'alpha, ouais. Si vous êtes inscrit, il faut vous inscrire sur le site. C'est un jeu auquel tu crois ou tu penses que le soufflet va retomber Moi- dès qu'il n'y aura plus d'argent mis dans le jeu ? Moi, je crois au jeu. Ok, Je peux pas dire grand-chose. Je pourrais dire des choses demain à 20h passées sur ma chaîne. tout à fait, tout à fait. Donc, j'y crois. De la vidéo que j'ai vue sur Internet. Voilà. La vidéo me permet d'y croire. Alors, juste, on va Ça va être bien. Et bref, non, je vais mouiller si je parle. Bref. Ça va être cool, j'y crois. J'ai une question, alors dans ce cas-là, comme ça tu vas pas trop te mouiller justement. Ouais. J'ai vu passer dans le chat, alors je suis désolée, je l'ai lu tellement vite que j'ai pas eu le temps de voir ton pseudo, mais voilà, je t'ai lu, qui disait ouais mais moi tu vois ça me perturbe énormément ces chiffres à l'écran. Tu trouves pas qu'il y a encore quand même des aspects et des points où c'est un peu drôle. Les Là, K.O. qui me pourcentages dit sous le perso, pour ou contre ? sous le perso, bah contre. Bah après, le truc, c'est qu'on va être en 2v2. Du coup, Ouais mais tu les mets en haut de l'écran en fait. là, le truc, c'est qu'il y a Pourquoi déjà des trucs c'est en en haut dessous de des l'écran. persos comme ça? Le truc, c'est qu'il y a déjà des infos en haut de l'écran. Là où, par exemple, dans un Smash, t'as beaucoup moins d'infos affichées à l'écran qui leur permet de mettre les pourcentages où ils veulent. Donc là, le choix du HUD est fait différemment. Après, il faut savoir que là, ce qu'on voit, c'est une pré-alpha, je crois. Donc, au ils vont final, peut-être changer ça. c'est vraiment pas le HUD définitif. Donc, en soi, après, on passe en alpha, après, on passe en bêta, après, on passe en 1.0. Donc, je pense pour tout ce qui est HUD, tout ça, on peut les engueuler sur certains trucs, mais on va attendre de voir ce que ça va donner sur la version finale. Après, on sait que ça va être, pour les jeux de combat, c'est surtout une histoire d'équilibrage, mais on pense que visuellement, le jeu ne va pas changer non plus énormément par rapport Visuellement, à ce qu'on voit là. je pense que le jeu va pas forcément changer. Puis de toute façon, t'as dit tout ce qu'il y avait à dire d'important, de légal aujourd'hui. C'est que voilà, c'est un free-to-play. 2, c'est cross-platform. 3, ça va être e-sport ready. Il y aura du cash prize. Il y a 100 000 $ sur la pré-alpha. Donc c'est cool, moi j'aime bien tant qu'il y a de l'engouement et des nouveaux jeux à proposer dans le jeu de combat, moi je suis pour. Warner Bros en plus j'aime beaucoup, donc j'aime beaucoup aussi les licences qu'ils vont proposer dedans. On va voir. C'est un des premiers chaud. jeux de combat quand même free-to-play comme ça. C'est une grosse boîte, Warner, qui est derrière, avec des grosses licences aussi. Évidemment, il faut toujours quelqu'un avec des reins solides pour lancer des free-to-play. Ouais. Parce que ce sont des projets ambitieux. C'est un projet qui doit coûter vraiment beaucoup d'argent. Tu penses que ça va faire, en cas de succès, ça va faire des émules, ce genre de projet-là ? En cas de succès, je pense que oui, parce que du coup le jeu est jouable sur console et PC. Oui. Si la compétition prend sur PC, ça veut dire qu'on aura accès à un nouvel environnement qui est les sponsors PC. Parce que généralement, nous, sur les tournois de jeux de combat, on joue sur console, pour ceux qui ne savent pas dans le chat. Donc quand on organise des événements, quand on bosse dans des événements, que ce soit pour les World Tour et autres, la plupart des sponsors, ça va être soit l'éditeur, soit le constructeur. Mais malheureusement, on n'a pas accès à toute la base de sponsors des jeux PC. Du coup là au moins on sait que Brawlhalla par exemple en Platform Fighter est beaucoup joué au clavier. Donc on peut se dire que si la compétition se fait sur PC pour Multiversus, en plus avec derrière on a Warner Bros, je pense que ça va être pas mal du tout pour aller chercher des sponsors et justement pour continuer sur un très bon e-sport et des cash prizes assez bons pour que les joueurs puissent manger autre chose que des kebabs. Ça demande qu'est-ce que devient le Smash de Nickelodeon, évidemment Nickelodeon All-Star Brawl, il devient... Bon, tu peux nous montrer peut-être, regardez, justement on a l'image de Bob l'éponge juste ici, dans le retour, qui lui en a perdu son slip, tout simplement. Voilà, je pense qu'on a la réponse juste Peggy ici. 18. Il y a l'image qui ne nous quitte pas, on pense évidemment, on pense à toi Nickelodeon All-Star Brawl, on t'aime. C'est triste. Petit ange parti trop tôt, la hype était grande, mais voilà. Par contre, pourquoi il a poil? Pourquoi il est à... C'est une question éponge. aussi, C'est une éponge, c'est une éponge. Ah, mais il est habillé, Bob. En fait, il a trop chaud.
Ah ouais, Donc, ouais. Vraiment très chaud. Quand Ne faites pas quand ça il chez a- vous, hein, bien sûr. C'est Quand vous sur sa avez terrasse, trop chaud. la nuit. Il a trop chaud. Je viens il de est capter. J'ai en mode, en fait, il y a parti. quelque chose. On verra en tout cas si ça fonctionnera. Les inscriptions pour l'alpha, c'est maintenant. Vous pouvez vous rendre sur le site de Multiversus pour tenter d'avoir une clé pour jouer à l'alpha du jeu. Et peut-être vous qualifier pour l'Evo et tenter de regarder et de gagner 100 000 $. Une belle somme s'il en est. 505 Games a fait son petit showcase hier en montrant 4 de ses jeux prévus ou bientôt bien prévus. Lox, c'était pas non plus le showcase le plus extraordinaire du monde, mais on en parlera quand même un peu avec tous les jeux annoncés. Quand même, bah oui. Non, mais c'est bien d'en parler, comme tu le dis, il y a eu quand même plusieurs annonces. Alors forcément, on n'a pas eu les mêmes coups de cœur, j'imagine. Ouais. On peut parler de coups de cœur, hein, véritablement, puisque c'est plus bon, bah voilà, qu'est-ce qui a été proposé, qu'est-ce qui sort un petit peu du lot. Bah moi, j'ai bien aimé de mon côté Among the Trolls. Un manque de trolls. Puis voilà. Encore, alors voilà, c'est rien de extrêmement original, puisqu'on est sur un FPS de survie, donc entre de l'action, de Le l'aventure. trailer, c'est une forêt. Mais voilà, on est dans une petite forêt finlandaise. Normalement, tu viens jouer et découvrir justement le folklore local qui visiblement est censé un petit peu mettre en place plusieurs mystères qu'on est censé aller résoudre par la suite. Je dis bon, c'est pas le truc le plus innovant, c'est pas un truc qui change et qui diffère énormément de pas mal de choses, mais j'aime bien la DA, j'aime bien les FPS, donc voilà, c'est plutôt ok. Après, Ça aurait mérité une petite phase de gameplay quand même là, c'est un peu rincé comme trailer. C'était Déjà, le trailer très de la léger. bande d'hommes. Non mais ça a duré 30 minutes. En vrai, Ouais. ça a duré 30 minutes, ça a été très... Alors attention, je dis ça a duré 30 minutes vraiment, hein, avec l'intro, L'ensemble, le machin, l'ensemble. le host au début, l'ensemble du qui showcase, parle. oui. Exactement. 4 jeux, 30 minutes, c'est beaucoup de paroles de dev finalement, ce qui est Et intéressant. ça a hein. été parti. Ouais. C'est intéressant. Sur ce petit jeu là, KO, Among the Trolls, c'est un jeu que t'attendais toi ou pas du tout? Non, je l'ai découvert hier. Mais non, ça me tente bien. Je suis un peu à la recherche justement de jeux de survie, un peu dans ce délire-là. C'est vrai que j'ai découvert The Forest dernièrement, mais bon, c'est un jeu qui est quand même un petit peu vieux. T'as dit quoi? Oui, Seven Days to Die aussi, Seven qui Days est abominable graphiquement. Voilà, c'est Voilà, mais c'est pour ça que ça pourrait être très sympa, surtout que voilà, on est dans un petit lore scandinave. C'est vrai que on a connu un petit peu Valheim avec ça, mais bon, Valheim aussi c'est un peu décalé. J'ai beaucoup aimé, mais bon, c'est pour ça que Among the Trolls ça pourrait être sympa. Donc on attend des nouveautés et puis voilà. dit. Reza, Among the Trolls ou un sushi? Nah. Bah, Moi, il y a plutôt un sushi. Cuisine, la conférence. Cuisine. Cuisine. ouais. Il n'y a aucun jeu que j'attendais, il n'y a Ah. aucun jeu que je vais prendre, il n'y a Ah aucun ouais. jeu n'a. Ah, même pas celui-là, Stray-Blade, action RPG, Souls-like, très ouvert, avec Je vais le aucun regarder point en- d'intérêt. Donc on pense évidemment à Elden Ring un peu Je vais faire dans comme toi. l'idée. Je vais le regarder en Prévu pour let's Sur play. YouTube. Ah ouais. Je vais regarder un pote let's play. Procuration, ouais. Ah, Non, faut- on dit je joue sur YouTube. Je joue sur YouTube. En vrai, le souci, on va voir quelques images de Stray-Blade, je vais pas vous mentir. Le jeu et les images, même s'il y a un gros work in progress évidemment là-dessus, Ouais, c'est ça aussi. ça fait pas très Les animations elles sont rêver. saccadées un peu. Les animations sont un peu On part sur rinçax. le- Mais ça fait un peu vieux Ça jeu, mange en de fait. punch, c'est pas non plus très beau. Il y a une bonne base, mais on a l'air d'être en 2014. Enfin, si c'est ça le produit final, moi j'y joue pas, comme j'ai dit. Ouais, je comprends. Si ça Work in s'améliore- progress, hein. Si ça s'améliore vraiment d'ici la sortie, il donnera une chance, on va tester. Mais. Un peu jeu voilà. mobile, jeu Switch. Ouais. D'ailleurs, il n'y a aucun jeu Switch qui donne envie de base, hein, donc c'est terrible. Mieux vaut éviter la comparaison. Ouais, pardon. C'est pour dire du coup. Hein. Je le trouve assez méchant quand même sur ce jeu. Le Work in Progress est là. Il y a quand même moyen d'avoir un univers assez sympathique. C'est coloré, c'est un peu plus fin. Sans l'inspiration Fortnite est quand même un peu là aussi, hein, que ce Il y a un soit petit dans croisement avec les décors et tout. Forspoken, Biomutant et... Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Attends, oui, C'est vrai. Genre, il y a du croisement, mais comme on dit, hein, les indés inspirent les AAA, etc., etc. Ils reviennent justement sur les meilleures inspirations pour peut-être en faire venir des prochaines, donc that's ok. Ok, pour le cas prévu pour 2023, ce jeu, il y a beaucoup de projets prévus pour 2023. C'est vraiment un peu étrange qu'ils fassent un showcase ici. Ils auraient peut-être gagné à s'inclure dans le Summer Game Fest et à avoir leur jeu un peu plus mis en avant, peut-être avec des trailers un peu plus récents. Car je rappelle, le Summer Game Fest, ça commence le 9
juin prochain, c'est-à-dire tic-tac, tic-tac, ça s'approche très très vite. On est à moins d'un mois du lancement de ce qui est le faux E3 de cette année, avec des grosses annonces. On a déjà à la fois le lancement Summer Game Fest, le Netflix Showcase, on a Guerilla qui a annoncé son collectif évidemment aussi durant cette période, le fameux Xbox Bethesda, et on en attend d'autres dans les semaines à venir. Donc ça va être quand même assez énorme. On continue avec Eiyuden Chronicle. Là, en revanche, c'est un jeu extrêmement attendu par de nombreuses personnes. Oui, je parle déjà. Évidemment, l'héritier de Suikoden. Moi, j'ai parlé avec Ken, il m'a dit Cuisine. Mais, alors non, Rising Cuisine, c'est le Rising. 9. Le Rising, c'est Cuisine. C'est Cuisine, mais ce Eiyuden Chronicle qui est censé être le core game, le JRPG qui reprend le principe de Suikoden. Vous devez recruter une centaine de héros qui peuvent composer votre équipe de 5 au travers une histoire haletante et des chara-design stylés. Le truc, c'est que le nouveau trailer d'Eiyuden Chronicle n'en montre guère plus par rapport à ce que l'on avait vu avant, et ce projet est toujours bien énigmatique dans l'allure qu'il va prendre et surtout dans l'envergure, que ce soit de son scénario ou bien de son déroulement. Voilà, ça c'est un vieux trailer, on vous l'a ressorti pour vous montrer un peu ce à quoi allait ressembler plus le jeu, car le combat de boss que l'on voit dans le 550 Game Showcase, voilà, et celui-ci, et c'est vraiment cette phase-là de gameplay que l'on va voir, et il n'est pas non plus très voilà, clair. Notez que je ne sais pas s'ils vont garder cet ombrage tout autour, tout noir. C'est la 2D. particulier. Quand il y a de la 2D HD, ils font souvent des effets comme ça. Ça donne de la lumière plus profond, ça zoome un peu sur le mais bon, scan. il y a des styles de jeux qui sont plus adaptés pour ça. Ouais. C'est vrai aussi. Ce Eiyuden Chronicle, c'est un jeu que tu attends, K.O. Pas du tout. Les JRPG. JRPG Dameda, d'accord, ok, ouais, c'est Dameda. J'aime bien les artworks, mais c'est tout. Ah, c'est déjà ça. Très bien, ça. J'aime bien les artworks, c'est excellent. T'aimes bien les artworks toi aussi ou pas? Oui. Ok, très bien, merci Hazard. C'est bien. Hein. Non, mais j'aime bien les artworks. Après, j'ai vu le trailer, comme t'as dit, on montre pas grand-chose. Et en ce moment, non, je suis pas trop d'humeur à jouer à ce genre de jeu. Du coup, je laisse passer mon tour. Bon, c'est terrible. Dernier jeu présenté, Miasma Chronicles, un jeu d'aventure tactique par le studio de Mutant Year Zero, prévu aussi pour 2023. Un jeu qui sera peut-être d'ailleurs un jeu Game Pass Day One au vu de la communication qui est faite actuellement sur le jeu chez Xbox. Mais en attendant, on a un personnage qui a visiblement sucé un citron avant le trailer et une cinématique qui ne donne pas... Bah oui, comme ça, on a l'impression qu'il est tout acide de la bouche, je sais pas, il est bizarre sa tête au perso. Déjà quand on met un visage sur quelqu'un d'autre. Oui, voilà, comme dans GoldenEye. C'est ça. C'est ça, face swap. Le face swap, ouais, deepfake ou... Deepfake, ouais, c'est ça. Deepfake, c'est ça. On dirait un peu ça pour le coup. Ouais, j'avoue, son C'est vrai qu'on dirait... De toute façon, c'était pas le personnage initial, pour la cinématique, ils ont mis un autre visage. Regarde, là, il vient de jouer le désespoir. Ah non, c'est terrible ce qui m'arrive. Acteur studio. Et j'y crois pas non plus, désolé. Pas ouf. J'y crois pas non plus. Cinématique, zéro gameplay. Pas de gameplay. Reza dit quelque chose. On a fait le débat il y a 3 mois. Ça bouge plus, tu vois, c'est fini, c'est industrie. Les 3/4 des trailers, c'est des teasers. Ouais. Des teasers sans gameplay, du coup, on peut pas se faire un avis sur le jeu. Donc je ne l'attends pas. Et du coup, je pose la question, Lox, pourquoi ils ont fait ça, 505 Games? Alors, faire un suivi des jeux. Alors, il y a toute la part discours des développeurs qui était intéressant, mais qui est globalement, on travaille bien sur leur jeu, on fait beaucoup, voilà, Gambalimas. Il n'y a pas d'image réellement très inédite, très alléchante. C'est un peu dommage de présenter leur jeu comme ça. Moi, je me dis peut-être que justement, ils ont pré-mâché ça histoire de se faire un petit point, un petit peu, en privé, en solo, avant cette grande séquence des événements de l'été avec toutes les conférences qu'on va y retrouver. Et peut-être que justement, quand tu me le disais, c'est peut-être pas malin de ne pas aller se mêler au Summer Game Fest, mais peut-être qu'ils vont le faire justement, et que c'est pour ça qu'on vous a pas encore montré le gameplay, parce que le Summer Game Fest, qu'est-ce qu'ils aiment? World Premiere, les exclusivités. Même si le jeu il est un peu éclaté, ils aiment bien les avoir. Et du coup, je me dis, là, ce qu'on a vu potentiellement hier, t'as dit quoi? World Premiere. On a le jingle. World Premiere. Tu vois. Est-ce que tu as le... Ça va.
Ah, le français. Première mondiale, évidemment. Première mondiale. Version Première mondiale. québécoise. Oui, québécoise. Oui, bon, c'est français. Québécoise. Bien Francophone. entendu. Voilà. Mais oui, mais du coup, ouais, en fait, je me dis, comme toi, c'est pas très pertinent, on comprend pas bien parce que on te tease, on te parle beaucoup, on arrive à peut-être un peu te donner envie. Les images après, bah, c'est pas de gameplay et c'est limite, on peut dire un peu décevant parce que c'est une majorité de jeux qui sont annoncés pour 2023. Bon, on n'est pas si loin de 2023, ça va encore. Mais c'est là où je me dis, bah, peut-être qu'ils ont juste montré ça pour dire voilà, on est là, on s'oublie pas, on échange un petit peu avec vous, reste accessible et peut-être que cet été, on en verra un peu plus. Riffou Nornote alors, KO, pour tout ce que tu as vu là. Refound. Ouais, pour l'instant, c'est du refund. Après, le truc, c'est que moi, j'aime bien le premier jeu, Among the Trolls, j'aime bien ce genre de jeu. Donc, pour l'instant, ça va être un petit en note. Mais ouais, c'est un peu dommage, forcément. J'ai l'impression que c'est plus une illustration et ils tendent à recruter par derrière. En fait, c'est un peu une présentation. Il y a les stagiaires qui vont. On va passer sur leur page LinkedIn, vérifier. Oui, c'est ça. En fait, il faut les vérifier s'ils n'ont pas du recrutement à faire là Intéressant. actuellement. Et il y a des gens qui arrivent pour continuer les jeux, quoi, qui vont se greffer dessus. Je ne sais pas. Terrible. Cuisine, Reza. Non, ça ne mérite pas ma cuisine. Ah ouais, cuisine. non. Ma cuisine est très bien entretenue. Oh. Nettoyée tous les 2 jours. C'est pas C'est dégueu vrai non plus ce qu'on a vu. Les patates n'exagère douces, pas. des bananes plantains. Mais toi, tu es pas pour ce Des genre de pommes de terre. présentation un peu vide. Mais déjà, voilà, pour la présentation, D'accord. moi, ça me hype pas du tout. Les mini-confs de 30 minutes où tu as des trailers, teasers sans gameplay, déjà, ça me met assez de mauvaise humeur. Ah ouais. Et derrière, les jeux proposés, malheureusement, ne m'ont pas forcément intéressé. Il y avait le jeu action RPG, comme on disait, mais ça avait l'air trop faible. Donc, à voir ce que ça va donner une fois qu'on sera sur une phase de bêta ou sur du 1.0. Mais sinon, ouais, la conférence ne m'a pas du tout attrapé. Je l'ai regardé, hein, mais pas du tout motivé. Refound. Tomonobu Itagaki vient de créer un compte Twitter pour parler évidemment En garde, de par ses contre. futurs projets, mais aussi discuter directement avec les fans de ses productions, ces développeurs qui communiquent directement comme des influenceurs auprès de leur communauté et de la communauté de fans de jeux. On avait le cas de Ed Boon qui a toujours été Oui. très proche de sa communauté de joueurs. On rappelle, créateur de la saga Mortal Kombat. Là, c'est au tour du créateur de Dead or Alive Ninja Gaiden qui a fondé son studio, d'ailleurs, récemment pour faire ce genre de choses. On se pose alors la question si, dans le monde moderne, où évidemment, le public a de plus en plus l'habitude d'être relativement proche Ça. d'une communauté ou proche, en tout cas, d'un influenceur ou proche du développement des jeux qui les intéressent. C'est notamment le cas dans la sphère indépendante. Est-ce que des gros studios, des grandes figures, on pense évidemment à Inafune, on pense à Yu Suzuki, à tous ceux qui ont fondé un peu leur studio pour créer des jeux indés, doivent continuer de communiquer avec leurs fans? Est-ce que c'est une bonne chose, à ton avis, pour le développement de leurs jeux? Une excellente chose. Je pense que c'est bien. Et en plus, je suis particulièrement contente de le voir arriver au Japon. Regarde, on en parlait il y a quelques semaines, il y a une semaine ou deux maximum, de Yuji Naka, de Oui, Square, qui nous oui. a... C'était si rare de voir un coup de gueule comme ça, aussi violent, poussé. Et du coup, je suis contente parce que je pense qu'ils sont en train de se dire aujourd'hui, oui, on est dans une époque différente, une époque où aujourd'hui, il y a certains noms qui peuvent être vendeurs. On incarne aussi nos projets, on incarne les marques et nos licences. Et je pense C'est qu'avoir Kojima qui a lancé ça, quand même. c'est un peu, ouais, c'est un peu C'est la quand même petite Kojima, marque de Kojima de se positionner et d'être limite un argument marketing derrière sur un jeu. Comme on le voit, il dit sur Twitter, t'as 5 articles qui vont tomber dans tous les pays, tu vois. Donc je trouve que c'est intéressant et c'est important à la fois pour eux parce que ça leur permet vraiment d'avoir un retour concret. Il faut savoir que quand tu es dans un studio, tu es aussi dans un studio, quoi. Tu travailles toujours avec des professionnels, ils vont voir des choses, mais comme on dit, plus tu es spécialisé dans ton truc, plus il y a des détails et des éléments que tu seras jamais capable de déceler. Exactement. Parce que quelqu'un de l'extérieur va avoir un autre point de vue et te dira « Ah moi je bloque juste sur ça ». Alors que lui, pour lui, c'était une chose qu'il n'arrivait pas à avoir. Donc je pense que vraiment, il y a une vraie plus-value aujourd'hui à avoir leur présence sur les réseaux. Après, bien sûr, il faut que ce soit fait en bonne intelligence, bien évidemment. Le but, ce n'est pas d'aller les foudroyer et les Bien sûr, bien sûr. harceler et je ne sais quoi. On pense à tous ces game directeurs qui interviennent aujourd'hui dans des podcasts et qui ont des propos que l'on reprend, même dans le lunch play. Ils ont une communication directe et un avis sur les jeux des autres. D'autres sociétés ont pour principe de ne jamais donner leur avis clair et net sur les jeux des autres, ni même de posséder d'incarnants de leur jeu. Inenvisageable, par exemple, pour Nintendo, d'avoir un incarnant pour un jeu. Nintendo, ils développent
avec une équipe, et c'est une équipe qui produit un jeu. Il n'y a pas d'incarnant qui produit un jeu. Quel est ton point de vue là-dessus, justement, K.O., toi qui vas justement interviewer quelqu'un qui est l'incarnant de son propre jeu indépendant, dans des grosses sociétés, est-ce qu'on doit avoir un suprême leader qui est aussi une méga star, ou est-ce qu'on doit laisser la place à l'ensemble des gens qui créent le jeu ? Ouais, il fait un peu le porte-parole du studio. Il faut bien qu'il y ait aussi une image et... Qu'est-ce qui se passe ? Mange. De quoi ? En fait, j'attendais le changement de plan de caméra pour manger. Ah, Du coup, il y a eu juste le switch, le microseconde quand j'ai fait « Ah non !» Mais ouais, il y a besoin d'un porte-parole, il y a besoin que quelqu'un se prête son image aussi pour ce genre de choses. Et après, à l'heure où justement il y a beaucoup de studios, des grands studios, qui disent « Ah, je vous ai écouté, la communauté, ça fait du bien, on va mettre en place de nouvelles choses pour nos nouveaux jeux et nos jeux déjà existants », on arrive à un moment où là, il faut vraiment que tous les studios se plient un peu à cet exercice pour avancer. On a pris beaucoup de recul avec le Covid, on a pris beaucoup de studios aussi ont perdu leurs développeurs, leurs créateurs, etc. Donc un petit coup de pied ne fait pas de mal en fait pour développer leur jeu. Alors c'est plus, en fait, c'est pour devenir un peu plus concret, c'est vrai, comme l'a expliqué Lox, de point de vue d'un studio, ils n'ont peut-être pas un visuel sur toute la difficulté, sur toute la complexité de leur jeu, et il y a besoin de cet avis extérieur pour l'améliorer. Donc oui, c'est très bien. Le chat cite évidemment beaucoup d'exemples, que ce soit Todd Howard, Aonuma pour Zelda, Sakurai pour Smash, qui se met beaucoup en avant, mais ce sont des personnes qui communiquent pas déjà sur les réseaux sociaux directement et qui utilisent toujours le nous et jamais le je lorsqu'ils font quelque chose, ce qui est très le contraire de ce que Kojima fait. Kojima utilise le je quasiment systématiquement. Ouais. Pour toi, c'est une super chose. Tu es un peu fan du travail d'Itagaki. Exactement. Justement, c'est très cool de pouvoir lui communiquer directement tes pensées, non ? Ouais, c'est même, j'ai envie de dire, extraordinaire. Tu vois. Moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est les gens qui sont un peu en mode ah, je suis fan d'un tel ou je suis fan du travail de quelqu'un, et dès qu'ils voient la personne, ils prennent une photo, ils se barrent. Ça, je trouve ça pue la merde. Moi, je pense pas être fan des gens, mais je pense que depuis que je suis petit, il y a 4, 5, 6 personnes dont j'apprécie vraiment le travail. Et si je les croise, j'aimerais vraiment discuter avec eux. Et Itagaki en fait partie, puisqu'on sait qu'il a fait Ninja Gaiden 1, 2 et les 4 premiers Dead or Alive, qui font partie des jeux avec lesquels j'ai grandi et qui font partie de mes jeux préférés jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait super plaisir de pouvoir le voir aujourd'hui sur Twitter, poser la question aux gens qui le suivent. Vous m'avez connu par quel jeu ? Demain, si je fais quelque chose, vous aimeriez que ce soit quoi, etc., etc. C'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien parce qu'on se trouve un peu dans l'entre-deux. Tout à l'heure, vous parliez de Kojima. Kojima, il est un peu matrixé, je trouve. Donc... Itagaki et des mecs comme Ed Boon, on est plus dans l'entre-deux. Ed Boon, c'est créateur de Mortal Kombat, du coup. Ed Boon, moi, quand j'étais à Chicago pour le Combo Breaker, j'ai bu une bière avec lui. On a bu une bière, on discutait, tout ça. Tranquille, t'es là, t'as le créateur de Mortal Kombat, le mec, il a je sais pas quel âge, il pourrait ne pas le faire. Mais comme NetherRealm, c'est à Chicago, quand le Combo Breaker, ils viennent sur place. Et du coup, ils se mettent dans le crowd, ils restent avec nous un peu. Quand on leur a fait pareil, l'interview à Paris, il est resté boire un verre avec nous, on lui a offert du champagne et tout ça. Et tu vois, les mecs sont vraiment gentils, pas prise de tête. Du coup, même si, comment il s'appelle l'autre de MG, j'ai déjà oublié son nom, on parle juste avant. Non, de Metal Gear. Kojima. Ouais. Je le déteste vraiment, j'oublie son nom tout le temps. Je le déteste. Hideo Kojima. Je le déteste pas, c'est un artiste. Non, ce que je veux dire, c'est que Kojima... Non, c'est-à-dire c'est que... Kojima, je trouve dîner avec toi. Je trouve que la relation de Kojima et ses fans, elle est très différente de celle que j'ai voulu mettre en avant en proposant Itagaki et Ed Boon, tu vois. Ed Boon, Itagaki, c'est vraiment en mode les joueurs ils sont là, ce sont nos collègues quoi, et ils se mettent pas forcément en avant. Je pense que c'est plus au fur et à mesure les joueurs qui les ont mis en avant. Là où vous disiez tout à l'heure que sur un Kojima il y aura beaucoup de jeux. Tu lances Death Stranding, tu vois 6 fois son nom à peine en 1 heure de jeu. Mortal Kombat, tu verras pas 6 fois le nom d'Ed Boon en 1 heure de mode histoire. Et dans Ninja Gaiden, tu verras pas 6 fois le nom d'Itagaki sur la première heure de jeu. Par contre, vu qu'ils ont fait des choses extraordinaires dans leur truc, Mortal Kombat ça a 30 ans aujourd'hui, NG ça a traversé aussi les âges en termes de mécanique et beaucoup d'aujourd'hui les reprennent. La commune ont reconnu leur talent et ont envie d'échanger avec eux. Parce qu'ils ont une expertise et un point de vue qui est ultra pertinent, et c'est ça qui intéresse aussi les joueurs, parce qu'ils sont en mode j'ai adoré ton jeu, maintenant j'admire un peu ta personnalité, j'aimerais comprendre justement le processus de création, qu'est-ce qui t'a amené à produire ça de cette manière. Même si c'est des grosses boîtes, il y a aussi un devoir peut-être de transmission et d'expérience partagée sur les jeux. C'est pour ça que même des personnes comme Sakurai font beaucoup d'interviews en ce moment et expliquent un peu qu'est-ce que ça a été, qu'est-ce que ça a représenté le développement du jeu. On a beaucoup de reportages en interne sur les développements de certains jeux, que ce soit God of War, que ce soit certains autres jeux Sony chez Naughty Dog, où on voit en interne comment ça s'est passé le développement de ça. Vous vous rappelez d'Elden Ring, parce que tout à l'heure on était en train de dire les studios ils jugent jamais, ils parlent pas trop des autres. Quand Elden Ring est sorti, il y a quand même eu ce moment, alors je sais pas tout le monde a donné son avis sur Elden Ring, c'est ça? Il y avait des
embrouilles entre les studios, parce qu'il y avait des gens de chez Ubisoft qui avaient été trashés des trucs, d'autres qui faisaient des overdoses parce que disaient que tout le monde suçait Elden Ring et qu'en fait ils en avaient marre, tu vois, c'est bon, c'est pas le meilleur jeu de l'univers. Et du coup, t'avais des gens de Ubisoft et Guerrilla, il y avait d'autres du coup mecs de chez From qui ont repris le tweet en disant je trouve ça désolant, tu vois, de se clasher alors qu'on fait tous le même métier. Et je suis d'accord. On voit que la période, elle est quand même en train d'évoluer et on est en train de transitionner sur un truc un peu limite un peu trop parfois, genre on a trouvé le juste milieu. On a souvent le sel du succès de certains jeux. Tu sais, quand tu es en interne, que tu vois le temps que tu mets et l'énergie que tu mets à développer certains jeux. Est-ce que c'est pas plus le sel du journalisme? Si, c'est pas des journalistes. Mais il n'y a pas que ça. On parlait dans le Lunch Play récemment de tous ceux qui étaient ultra salés des films Marvel, par exemple. Parce qu'il y en a trop, il y en a partout. Bon. Mais ceux qui travaillent au sein des films Marvel, je dis, mais vous savez, on a quasiment les meilleurs costumiers, les meilleures gestions de la photographie, les meilleurs réalisateurs. On a des centaines et des centaines de personnes qui sont extrêmement talentueux, qui travaillent sur des projets comme des films Marvel. Dénigrer nos films, c'est dénigrer toute cette profession-là, qui sont des gens qui essayent de faire le mieux possible et qui font un travail exceptionnel. Et c'est un peu ce côté dégoûtant, le fait de dénigrer parce que ça marche. Ça retombe aussi sur beaucoup de personnes qui ont travaillé dans les projets, quoi. Après, est-ce qu'on n'est pas tous en train de devenir soft? Parce qu'un des gros problèmes que je trouve qui est là depuis les dernières années, quand tu donnes ton avis sur un jeu, tout le monde croit que tu trashes le jeu ou que tu n'aimes pas le jeu. Parce que tu donnes un mauvais avis à chaque fois. Ça, moi, je trouve que c'est un gros problème aujourd'hui. Ça dépend de l'avis, c'est qu'il est constructif en fait. Voilà, t'as jamais tweeté j'adore ce jeu? Dire c'est de la merde, c'est pas un avis constructif. Si, tu peux faire le test, tu peux tweeter j'adore ce jeu. Ah oui, tu te fais chier. Personne va te dire pourquoi t'adores ce jeu. Oui. Tu peux dire j'aime pas le jeu, tout le monde va venir te tomber dessus parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand t'émets un avis négatif, dans la tête des gens, soit t'es contre le projet ou t'es un jaloux ou t'es un haineux. Je trouve c'est un peu difficile de donner un contre-avis sur un truc qui est populaire et qui fonctionne. Les gens en fait sont un peu dans cette optique de plainte où il y a plus de choses à redire sur quelque chose de négatif et c'est triste d'un côté. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit d'émettre un avis s'il n'est pas positif. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé lors des annonces faut être des PlayStation Plus Extra et des PlayStation Plus Premium hier, du listing des jeux sur l'offre PS Plus, pour voir l'Internet se déchirer allègrement. Mais ça... Ces amateurs qui comparent le Game Pass avec le truc de Sony. Là. Ah, voilà. Mais t'es comprends, t'as un abonnement. Mais pourquoi tu coupes Twitter? Évidemment, infini. En tout cas, voilà, il y a du bon et du moins bon dans le fait de communiquer. Ça se fait de plus en plus chez les éditeurs. Et peut-être que, dans une optique de communication plus moderne, ça va devenir quelque chose d'assez fréquent, même dans les gros studios qui développent des jeux extrêmement attendus. Voilà, peut-être aurez-vous la chance de dîner avec Miyamoto. J'ai toqué dans leur bureau de Kyoto. Ils m'ont refusé. Sachez, je ne voulais pas absolument, ils m'ont pris. Et d'ailleurs, j'ai fini en prison. Non, je déconne. Mais qu'est-ce que c'est que ce pervers terrible? La chronique du jour est consacrée à un développeur indépendant solo. Évidemment, c'est K.O. qui nous l'apporte. Nous sommes partis. Chronique de K.O. Yel Bojd. J'ai l'impression d'être sur une télévision. C'est terrible, hein. Björg. Comment on dit bonjour en hollandais, Ken? Bonjour. Non. Non, ouais. Quoi? Toi, je sais même. Comment on dit bonjour? Là. Vas-y, dis-le. Là. Ikoknicht. Ikoknicht? Non, c'est pas vrai. Pas du tout. Comment on dit bonjour en hollandais? En Roudmedar. Ronomedar. Je crois que tu dis Roudmedar. Ah, Rodwida? Ça, c'est de la discrimination, ça, pour non, je vais j'ai un doute, je dénoncer. sais même plus. Ah, non, tu dis allô, hein, sinon, mais ils aiment pas parce que je sais que c'est Allô, c'est plus allemand. Allemand, voilà. Plus les Allemands, du coup, ils aiment pas. Mais je crois que Roudmedar, c'est soit bonjour, soit bonne journée. Et moi, je sais dire à plus. Doi doi. Ça va, c'est ok. C'est mimi. On dira ça à la fin de la chronique. Formidable. Comment prononce-t-on du coup le nom de ce développeur KO? Deuxième test. Yelbouy. Magnifique. Wow. Magnifique. Voilà. Magnifique. Le plaisir. Par contre, ça se prononce Yelbouy, mais comme j'ai écrit son prénom comme je l'écris, je vais sûrement dire gel. Je suis désolée d'avance si jamais je prononce très mal. Mais oui, chronique sur un développeur solo, ça fait toujours plaisir parce qu'on se sent vraiment petit face à ça. Hein. Bien sûr, voilà, on est sur la page Twitter de Yel. Voilà, Théma SeBG. Pardon. Mais oui, enfin voilà, c'est juste exceptionnel parce que soit c'est par manque de fonds, soit par choix personnel, bien sûr, c'est un
ces personnes-là ont également un travail à côté. C'est une réelle difficulté de créer un jeu solo, mais à la fois un défi. Et c'est le cas en fait de Yel, donc à prononcer Yel Bouy. C'est un jeune développeur néerlandais de 23 ans, petit bébou, qui travaille en fait sur Testmaker, développé sur Unity. Et en fait, c'est un jeu de simulation de restaurant. C'est un tycoon game-like. Ah ouais. Ouais. Donc c'est un jeu qui était tranquille à faire, qui est vraiment très sympa. C'est un jeu plaisir où en fait pour le moment il existe 6 scénarios différents, débloquables avec des étoiles récupérées en fonction des scénarios antérieurs. Wow. Il y a 6 scénarios, donc bien. oui c'est très mignon. En plus c'est très sympa. C'est très satisfaisant Et tout ça me rappelle les Sims au début. Alors on va y revenir. Exactement. Et en gros, voilà, en fait, on commence chaque scénario avec un petit restaurant et selon le début de l'histoire, on a des parcelles à acheter pour l'agrandir ou non. Et en fait, c'est voilà ce qui corse un petit peu l'histoire. Voilà, ça on en reparlera ça aussi. Parce que ma commu, non mais vraiment ma commu, on a beaucoup parlé de ça. On parle beaucoup de caca chez moi, donc. Formidable. Et c'est pour ça qu'on va y revenir. Mais bref, et en fait, on a le choix, voilà, d'enrichir, d'améliorer son restaurant en proposant un menu varié, ce qui développe en fait, qui se développe en fonction des ventes effectuées, puisque les clients ont leur avis, ils postent des avis de 1 à 5 étoiles et forcément en fonction de ces avis... Comment ? TripAdvisor. Ah oui c'est ça, non mais c'est Google, c'est tout, je sais pas si sur la fourchette on peut, bref je sais pas, mais en fonction voilà, de ces votes on peut, on attire moins bien aussi des clients, il faut varier forcément aussi les menus, il faut changer les prix, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et forcément comme on l'a vu aussi, les rats ne sont pas très loin à voler bien sûr des ingrédients. C'est un petit peu particulier. Mais voilà, donc Yel, 23 ans, travaille sur son jeu tous les jours, ou presque j'espère, j'espère qu'il prend des petits jours off, il m'a dit tous les jours, je suis un petit peu stressée pour lui, bref. Il a étudié à l'université des arts de Utrecht. Alors, nous on dirait Utrecht en français. Oui, moi j'ai dit Utrecht. Très belle ville d'ailleurs. Oui, toi tu y vas. Mais vous connaissez vachement bien la Hollande, vous. Mais du coup, forcément, aux Pays-Bas, l'HKU pour les intimes. Et il a fini en fait par abandonner son cursus pour se consacrer à plein temps sur son développement. À savoir aussi que c'est une très bonne université, voilà, qui propose des bachelors et masters, notamment en anglais, comme pour la musique et les arts appliqués. Et en gros, Testmaker a commencé à voir le jour à la fin du mois de mars 2019, donc c'est assez récent, c'était il y a 3 ans. Et il est en early access actuellement encore, il est à 10 € si jamais, depuis le 18 février 2021, donc un petit peu plus d'un an. Il continue de taffer sur son jeu là depuis 3 ans, c'est ça. Mais la force... C'est ça. Et d'ailleurs, son site internet n'est pas à jour parce qu'il a encore dit qu'il était étudiant. Mais donc ça doit être très récent, je pense. Il vient de sortir là. Mais il n'a pas fini, il l'a abandonné. Il a lâché l'affaire. Le jeu marche très bien. Il est en early access. Ah ouais. Et du coup, en fait, il a lui son. Ouais, c'est quelqu'un qui est une personne. Enfin, c'est une personne simple. Il veut profiter de son jeu. Il y va. Voilà. C'est son meilleur CV. Soyons honnêtes. Ah oui, clairement. Ce jeu. Clairement. Et en gros, en fait, c'est un développement perpétuel où il s'intéresse énormément au feedback sur Steam, forcément, au forum et également aux vidéos YouTube. Il regarde énormément les personnes qui jouent à son jeu. C'est pour ça qu'en fait, il m'a envoyé la petite vidéo comment on prononce son nom. Mais c'est stressant ça quand le dev il te regarde jouer à ton jeu. Tu sais, tu fais une découverte de jeu, t'as le dev qui est là. Faut pas que je dise n'importe quoi. C'est ce qui m'était arrivé quand j'avais joué aussi à un jeu d'un développeur solo. Il était un viewer, l'a ping sur Twitter et il est venu sur mon Twitch. Aïe. Et après, voilà, on interagit. C'était en anglais et tout, mais en vrai, c'était très sympa. Il comprenait pas trop ce que je disais. Donc c'était OK. Ça, c'est cool. Oui, c'était OK. Il comprenait par la langue. L'avantage, c'est qu'on a pu lui faire des feedbacks en direct avec toute la communauté et c'était très chouette. Donc j'attends que Yel passe sur mon stream, bien sûr. C'est utile les streams. Mais voilà, en fait, il y joue également un maximum lui-même, forcément, et également avec ses amis, puisqu'en fait, ce sont ses meilleurs feedbacks qu'il puisse avoir. Également, il n'a pas travaillé tout seul sur certains aspects du jeu, puisqu'il a fait appel à des freelanceurs pour la musique. Évidemment, forcément. C'est souvent le cas. Oui, c'est plusieurs métiers, quoi. La musique, on a une petite musique un peu jazzy, très sympa sur le launcher. Les sound design, forcément, on en a quelques-uns. Et également quelques aspects graphiques du jeu où il n'avait pas les qualités adaptées pour faire ça. Mais en soi, voilà, il continue de le développer dans son coin. Et en gros, l'idée initiale du jeu, forcément, c'est la cuisine. Et c'est un aspect en fait qui l'intéresse énormément. Et comme il m'a expliqué, ce qui l'a le plus motivé, c'était les vidéos YouTube de cuisine. Il regarde énormément des gens cuisiner. Donc je pense que c'est un adepte peut-être de la page food sur Twitch. Ah non, Moi c'est aussi. fascinant. C'est fascinant. Et également, il a travaillé très peu de temps dans un diner.
aux Pays-Bas. Il a travaillé qu'un mois, un petit mois. Et pourtant, c'est marrant parce que dans le jeu, on retrouve cet aspect de diner, c'est-à-dire que ça va très vite, il faut faire les choses rapidement, il faut nettoyer aussi rapidement parce que les gens sont rapides. Rassure-moi sur un point. C'est pas les mêmes horaires qu'en Hollande parce que là-bas, ils dînent tellement tôt. Alors, ça va, on est chill. Pour l'instant, il n'y a pas de système d'horaire. Ça va. Il y avait des services où les gens ils arrivent en masse. Ils sont en mode 11h, 18h, c'est ça? Eux, ils dînent à... Tu peux voir des gens dîner à 18h. 18h. Ah oui, non, mais ça, c'est comme en Belgique aussi. Ouais. Et moi, ça me... mais nous, on aime prendre notre temps. Nous, on prend l'apéro avant. Je suis un peu sur les horaires espagnols. L'apéro, à la bonne franquette. C'est ça, à 17h, l'apéro commence, à 21h, le dîner commence. Dans ce jeu, on travaille 24h sur 24. C'est pas genre il y a des tu fais l'ouverture et machin et puis après t'as l'heure de pic vers 11h midi où tu vas avoir beaucoup d'affluence et tout. Mais c'est des aspects qui vont être travaillés pour l'instant. Il priorise certaines choses forcément, notamment l'aspect graphique, mais voilà, donc ça l'a beaucoup inspiré. Les vidéos YouTube, il n'est pas si intime forcément avec le sujet parce qu'il a travaillé qu'un mois dans un diner, mais voilà, comme je disais, on le ressent dans le jeu, hein. C'est très, comment dire, c'est un aspect qui est très simple, très dynamique, rapide, efficace. Voilà, si c'est sale, on nettoie, on fait des stocks de bouffe, voilà. Et également, il a été bercé quand il était plus jeune, quand il était tout petit, quand il était tout bébou, par des jeux de type Tycoon. Donc, ces jeux de ressources, c'est cette petite gestion de ressources dans un but d'amélioration à des fins scénaristiques ou en mode bac à sable, avec notamment les Sims 1. Ça inspire. J'ai mis du temps à percuter, parce que quand j'étais petit, j'appelais ça Tycoon. Mais moi aussi. Zootycoon. Elle a dit Tycoon, j'ai dit Tycoon. Ouais, tu vois. Les Tycoon. Les Tycoon, ouais. Non, moi, c'était même Zootycoon. Zo, pas Zoo, mais Zo. Zootycoon, voilà. J'étais Team Tycoon aussi. Hein. Ouais. Ah bah let's go. Mais c'était bien. Mais oui, hein, les Sims, c'est une série de jeux de simulation de vie. Je vais rien vous apprendre, développé par Maxis. L'univers des Sims, c'est une projection humoristique et décalée de la société de consommation. Il n'existe pas d'objectif précis. Et le premier volet, appelé les Sims, les assets est sorti en 2000. 2000, ouais. C'est ça. Et voilà, l'univers du jeu est délimité par un quartier de ville et c'est ce qu'on retrouve tout simplement dans Tastemaker, cet aspect très limité où tu fais ta petite vie. Donc là, en fait, c'est délimité par un scénario dans Tastemaker où en fait, voilà, tu as la possibilité ou pas d'améliorer, d'agrandir ton restaurant, mais tu accomplis dans le jeu ton scénario. Et ensuite, tu enchaînes sur les autres. Sinon, il existe aussi un mode bac à sable, donc un peu comme les Sims présentement où tu fais ta vie. Est-ce qu'il y a le cheat code? Non. On peut être très riche. Non, et c'est pour ça que... Si je veux un restaurant de 5 étages, je dirais que je peux pas. Non. Mais en mode bac à sable, c'est ok. Donc je peux en bas. Ok, d'accord. Ouais, tu peux créer ce que tu veux. Moi, je galère là actuellement sur le... Ouais. Un des scénarios là, c'est à te développer, ouais, d'accord. Je lui ai dit que son jeu était difficile. Je suis juste nulle. Mais un deuxième jeu qui l'a fortement inspiré et que je pense qu'il parle aussi également à pas mal de monde, c'est Roller Coaster Tycoon. Oui, évidemment. C'est un ensemble de jeux vidéo de gestion dont le but est de construire et gérer son propre parc d'attractions. Le joueur peut donc, au travers de scénarios concentrés sur un parc soit vierge, soit déjà en activité, modeler le terrain à sa guise. Bah ouais. À savoir que le premier opus est sorti en 1999. Ça fait mal un petit peu aux yeux parce que c'était très saturé, forcément. Ouais, moi j'aime bien. Zo Tycoon, il était bien fait à l'époque. Génial. Zo Tycoon, graphiquement, c'était une pépite de fou. Genre, nombre d'heures. Quand t'as tes animaux qui s'enfuient. Oui, non, mais surtout quand ça s'abîmait vite, où les lions sautaient par-dessus. Les clôtures. Les gens s'enfuyaient de chez toi. La petite alerte, oui. Aïe. J'ai toujours du mal à m'expliquer la satisfaction que j'ai à regarder ou à jouer à des jeux comme ça. J'aime bien ça. Je sais pas intéressant. pourquoi. Mais c'est normal, c'est hyper satisfaisant. Mais pourquoi? La construction. C'est ça. Pourquoi ça l'est. Mais pourquoi ça l'est? J'ai du mal à mettre le doigt dessus. Parce que t'as une âme d'enfant. Un enfant qui a toujours dû avoir des yeux, un regard émerveillé d'être au milieu de tout ça. Et là, t'as comme tu viens de dire, le God Mode qui fait qu'en fait, tu vois, t'as cette gestion et les gens deviennent des chiffres et t'arrives à avoir cette espèce de recul, God Mode. C'est ça. De manager. C'est ça. C'est pour ça qu'on jouait au Playmobil et au Lego quand on était petit. Mais oui, t'as raison. Ah oui. Ouais, ça c'est bien, ça. Bien expliqué ça. Et sinon, c'était pour les jeux qui l'ont inspiré principalement. Mais on va parler également du low poly. Le low poly, donc le low L-O-W, P-O-L-Y, le lao poly, donc petit polygone, tout simplement. D'après Wikipédia, ce maillage polygonal en infographie 3D ayant un nombre relativement faible de polygones. Donc c'est la DA, on parle de la direction artistique du jeu, cette DA très simple, tout simplement. Je ne sais pas si vous aimez ce style de jeu et si vous avez déjà joué
à ce genre de jeu et on peut même faire un petit sondage dans le chat, même si on aura 60% de personnes qui n'y auront jamais joué. Bah ouais, ils jouent pas à des jeux vidéo de toute façon dans notre chat, donc c'est obligé. Mais moi, oui, très clairement, et j'aime beaucoup le Lopoly ou ce qu'on en fait aujourd'hui. Le Lopoly pas trop texturé. Exactement. M'a toujours bien plu. En vrai, c'était Virtua Fighter 1 qui était le tout premier parce qu'on faisait du Lopoly parce qu'on n'avait pas les moyens d'en faire plus, tu vois, à l'époque, en 92-93. Et ça m'a toujours un peu marqué. Mais je vois que ça revient à la mode dans beaucoup de jeux. Ça permet de rendre certains jeux très lisibles. C'est ça. Et en fait, forcément, question budget, c'est très simple à faire. Oui, c'est vrai. C'est comme le joli, pixel art, c'est très simple à faire. Mais également, en fait, ceci, il est particulièrement prisé par les studios indépendants parce que c'est très simple. Je le répète encore une fois, mais surtout, comme l'a expliqué Yael, c'est intemporel. C'est-à-dire qu'on parle, si jamais, d'un jeu qui est plus graphique, plus réaliste. Là, on va sentir en fonction des nouveaux développements, des nouvelles consoles, des nouveaux PC, enfin bref, etc., on va dire sur la durée, on va visuellement voir un vieillissement. Tandis que sur le Lopoly, ce n'est absolument pas le cas. En fait, c'est intemporel, c'est un style de jeu qui va rester, et c'est pour ça qu'en fait, étant donné qu'il est seul à développer son jeu, il peut se permettre de prendre un petit peu plus de temps, ça va jamais tiquer le joueur de se dire que c'est moche. Donc vraiment, il chill, il prend son temps, il est très content de le faire et c'est très intéressant. C'est vrai que ce point de vue, j'y avais même pas pensé. Et oui. Mais après, comme des jeux Lopoly, on peut parler par exemple de Monument Valley. Par exemple, on parle de Firewatch. Firewatch, qui est un jeu qui est pas mal. Il est trop bien. Bah oui. Beaucoup de personnes y ont joué et c'est vrai que pour le coup, c'est du Lopoly. Hein. Tout à fait. On voit les images, mais c'est... Forcément, il y a certaines images, on dirait absolument pas, mais si. Et voilà, un petit jeu indé très sympathique. Il est beau. Hein. Bah oui, c'est très beau. Et il n'y a pas beaucoup de polygones et c'est bien. Et les bâtards du chat qui disent Pokémon Arceus, évidemment, je les retiens, bien entendu. Mais c'est une bonne façon de faire en sorte que ton jeu vieillisse pas trop. Oui. Ah, c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeux indépendants, de studios indépendants qui misent là-dessus. Et comme ça, étant donné que c'est simple à faire, ils peuvent enchaîner sur 2 nouveaux jeux et ça restera Tunic récemment aussi, un peu dans la même veine. C'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, on a du coup des gens qui ont joué un peu... Je sais pas si on a fait le sondage. Yes, 70% des jeux ont déjà joué à un jeu style Lopoly. 70% des votes. Eh ben, ça y est, on l'a cassé là. Ce qui veut dire ça veut dire qu'ils ont joué à des jeux Lopoly, donc 70% de gens ont joué à des jeux déjà de base. Et en plus Lopoly derrière, c'est incroyable. On a un public très éveillé, très intéressé. Ça fait du bien. Mais donc c'est un jeu qui est très sympathique à faire et Yael n'est forcément encore qu'au début du développement au vu de toutes les améliorations qu'il va apporter et qu'il a envie également d'ajouter au jeu. On parle de plus d'objets, on parle de plus de décoration, plus de vaisselle également, un meilleur management du personnel. Ça, c'est vrai que j'ai un peu tiqué là-dessus parce que j'exploite mes employés, même si ils ont un salaire très élevé. Hein. Oui, bien sûr, ils sont élevés, les salaires de tes employés, évidemment. Non, mais tu veux rire parce que, alors, il y a cette histoire de rat. En gros, dans le restaurant, déjà de 1, si tu mets pas de toilette, tu peux mettre la vidéo. Là, j'ai mis un lien dans le remarque régie. Si tu mets pas de toilette, c'est obligatoirement sale dans ton restaurant ? Attends, non, c'est la deuxième. Et les clients, ils vont quand même pas pouper au sol. Déjà, ils sont mécontents. Parce que je t'ai mis une vidéo juste après. Voilà. C'est ce que j'ai. En fait, tu sais que quand il m'a dit ça, j'ai dit mais tu sous-estimes les clients, toi. Mais c'est la détente ton jeu là. Évidemment. Et en plus, ils chient en Lopoly, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Ils chient en Lopoly. Reza, fais quelque chose. J'ai baissé la tête. Imagine, il y a quelqu'un, il arrive dans ton resto, il fait ça. Tu fais quoi là ? Patate dans l'abdomen. Ah ouais, non, mais je lui fais manger. Je lui dis bon appétit maintenant. On lui assaisonne sa merde. Ouais, non, mais c'est avec un peu de coriandre. C'est un bon moyen de mettre des toilettes dans ton restaurant, mais quand même. Mais oui, également une gestion de la température des frigos, des items qui s'améliorent, bref, beaucoup plus d'améliorations. Mais en fait, voilà, dans cet aspect du jeu, enfin dans ce jeu, il y a quelque chose qui est très sympathique. En vrai, c'est drôle. C'est cet aspect en fait hygiénique. Par exemple, quand tu as ce système de livraison d'ingrédients, si tu livres trop et qu'il n'y a pas assez de clients, forcément, les ingrédients vont s'entasser par terre. Ah oui. Et qu'est-ce qui vient dans une cuisine quand il y a des ingrédients par terre ? Eh ben, des rats. Des rats, exactement. Et en fait, on a le choix de recruter un chat qui fait la taille d'une panthère. Ah ouais, ce chat qui a un salaire. Il faut le payer. Faut payer le chat. Alors tu sais, c'est un peu le croquette. Oui, c'est un business. C'est le business. Mais c'est le croquette business. litière game. Tout travail mérite salaire. Ton chat il taffe. Donc en fait, il habite pas dans une maison, il est dans un resto.
Donc il y a des clients qui vont l'embêter, donc pour la gêne occasionnée, il mérite un salaire. Et on voit, il faut beaucoup nettoyer parce que les clients en fait se râlent très très vite. En fait, il y a ce système aussi d'interface. On voit en bas, il y a écrit décor overlay et hygiène overlay. Ouais. Le décor overlay, en gros, ça te permet de situer si tu as assez de décoration qui puisse satisfaire le client. Et l'hygiène overlay, c'est pour savoir si c'est crade. Et si c'est crade, les gens, forcément, ils vont Aïe. Et donc, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que je voulais suggérer, c'est vrai que c'est le chat qui m'en a parlé en premier, de rajouter un inspecteur sanitaire dans le restaurant. Ça corserait forcément plus les choses. Le contrôle surprise. Mais en fait, il y a tellement de choses à rajouter dans ce restaurant, dans ce jeu, dans tous ces types de jeux, que en fait, on est sur un développement qui est limite infini, forcément. Mais voilà, donc pour l'instant, les feedbacks sont bons. Les gens, ils voient en fait un jeu tranquille à faire avec du potentiel. Et malgré quelques critiques, celles-ci sont très très constructives. Les gens, forcément, sont très au taquet là-dessus. Donc, Yael est content, Yael est rassuré. C'est un crack, c'est un BG. Et pour l'instant, il n'a pas d'autres projets. Il ne pense qu'à se consacrer qu'à son jeu pour les années à venir. Mais écoute, merci K.O, c'est un très bel exemple justement de développement indépendant solo bien porté par une communauté et un retour de joueurs qui veulent améliorer justement l'expérience d'un jeu. C'est des beaux exemples, c'est des belles expériences à partager. Eh bien, on souhaite évidemment le meilleur. 3 ans déjà sur le jeu. Peut-être a-t-il envisagé une date de sortie officielle, une sortie d'early? Non, il ne t'a pas... Pas plus de news là-dessus, non. Très bien. Merci beaucoup, K.O. On va enchaîner avec la suite de l'actualité en bref. C'est parti avec toi, Lox. Ah bah oui, c'est toi, Lox. C'est moi, Lox. C'est toi maintenant. Ah, là. c'est moi, là. Bah oui. T'as fini de manger. Je peux te faire des feedbacks aussi et des retours. Ouais, si tu veux, faites-moi des feedbacks, s'il vous plaît. Des feedbacks et des retours. On va commencer genre... Ah, c'est bon, on a changé de seconde, on peut y aller. Alors, on va commencer aujourd'hui, on va vous parler de Arma. Vous avez oublié Arma? Oui, bah oui, pas c'est du quand même un tout. jeu important. Let's go. Oh là, elle est bien. Le RP dessus. Eh bien, écoute, Arma est de retour avec... bon, alors, non, ce n'est pas Arma 4. Désolé, je vous Non, spoil. c'est pas Arma 4. C'est pas Arma 4, mais attention, vous allez voir. On revient avec Reforgé. Alors, on le savait déjà, il y avait quelques rumeurs depuis un petit moment, mais ça y est, on a une officialisation qui vient d'être faite justement lors du Enfusion Showcase, un event qui était vraiment normalement dédié au moteur Enfusion Engine. Et justement, pour l'occasion, le studio Bohemia Interactive a décidé donc de revenir et surtout de remettre au goût du jour la licence qui, on va pas se mentir, on avait quand même plutôt besoin. On retrouve... Ça fait longtemps, hein. Ah ça date. Et du coup, aujourd'hui, on commence à retrouver des visuels quand même un peu plus réalistes, avec plus d'éléments, plus de détails, que ce soit justement dans les affrontements, pour bien mettre en avant l'ambiance bien glaciale de la guerre froide. Du coup, pour renforcer l'immersion, le jeu maintenant intègre pas mal de nouvelles choses, à commencer par des cycles jour et nuit. Ok. Ça n'était pas là avant. Et aussi une météo dynamique. Bon, c'est des choses qui se font beaucoup dans les jeux d'aujourd'hui, mais comme ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu, écoutez, c'est une grande première pour le titre, ce qui est une bonne chose, puisque ce titre-là, c'est normalement l'étape juste avant le retour d'Arma 4. D'accord, ok. Très bien. C'est ce qui est annoncé en tout cas pour le moment, donc on verra si... Ils se font la main dessus, quoi. Exactement. Et... C'est bien, ça va continuer les ventes du coup sur le 3. Et ouais. Ça va les faire revenir. Et du coup, la vraie grosse surprise, et c'est là où on sait qu'effectivement, il va y avoir une suite, il va y avoir encore des choses qui vont arriver. Ils ont plein d'envie. C'est que, en fait, le titre, il sera beaucoup plus accessible. Vous le savez, Arma, normalement, c'est plus vraiment, comme tu disais, tu fais du RP. C'est vraiment de la simulation. On est sur ce type de jeu-là. Et ils ont décidé d'aller vers quelque chose de beaucoup plus accessible, beaucoup plus fun. Alors qu'on va pas se cantonner vraiment à uniquement de la simulation. Ah ouais. Parce qu'il va être déjà disponible sur console. Donc, tu te doutes que... c'est sûr que niveau visée, on est moins dans la simu, mais... Il arrive sur Xbox Series en exclusivité temporaire. Ok. Donc par la suite, on peut s'attendre à le voir. Genre dans le Game Pass ou pas? Ouais, certainement, à mon avis. Ok, je pense. Ouais. Non, parce que là, il est vendu, donc... Ça veut rien dire, il peut être vendu.
peut être vendu Tu à mets sur le Game Pass alors qu'il est à 30 € sur Steam. Ouais, quoique, tu sais quoi, non, ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire du tout. Ça veut rien dire. Des gens achètent, beaucoup de personnes ont acheté Forza Horizon 5 sur Steam. Parce que si un jour il sort du. Alors que le jeu était présent dans le Game Pass, ça veut rien dire. Sur le store, moi. Oui. Ouais. Vous avez le droit d'acheter vos jeux aussi. Non, mais vous avez le droit d'acheter vos jeux aussi, bien évidemment. En tout cas, la bonne nouvelle aussi, et ce qui a pu surprendre pas mal de monde, c'est qu'en plus de l'officialisation, ils ont dit, et puis c'est déjà dispo en fait en Early Access. Donc, là, c'est une early, forcément, c'est pas sur Game Pass. Ouais, donc là, c'est en early. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, je sais pas, parce que, vu que là, il n'est pas véritablement sorti, on n'a pas totalement l'information. En tout cas, donc oui, il est bien en Early Access sur Steam et donc sur les Xbox Series aussi via le programme donc, Game Preview, qu'on le retrouve, comme je le disais, à 29,99 €. Et voilà, un petit accès anticipé qui propose aux joueurs du coup 2 modes de jeu différents. Le premier, c'est le conflit et le second, c'est le Game Master. Donc le premier, c'est en gros assez basique, capture de zone, comme tu dis, avec une carte par contre qui va être beaucoup plus grande de ce à quoi on est plutôt habitué. Et le deuxième, lui, c'est en sandbox. Vraiment, c'est pas cassable. Comme d'hab. Voilà, donc il permet aux joueurs. Et c'est bien parce qu'il permet aux joueurs du coup de créer ses propres missions, et c'est là où ça change complètement de ce à quoi on est habitué avec Arma. On veut du fun, on veut que les gens puissent venir pour passer un bon moment. Donc voilà, à voir comment ça va se lancer et se maintenir. Voilà, le retour d'Arma en bêta actuellement, en early access. Vous pouvez y avoir accès et aussi sur Xbox. On va parler de Techland maintenant. Oui, Techland, vous savez, le studio derrière Dying Light qui, écoutez, travaille déjà sur ses prochains projets. C'est les devs qui nous en ont parlé eux-mêmes. Ils ont fait part d'ailleurs de leur envie il y a quelques semaines ou quelques mois de faire peut-être un Dying Light 3, revenir avec un épisode de plus, avec un personnage principal qui sera encore plus puissant, et ça dès le début du jeu. Et visiblement, ça ne sera pas le cas, puisqu'aujourd'hui, on apprend que Techland est en train de travailler sur un action RPG en monde ouvert, et surtout dans un univers fantastique, comme on peut le voir. Il travaille sur Elden Ring. Peut-être. Un peu moins Souls, mais ouais. Carrément. Et du coup, au passage, ils en ont profité pour glisser des les gars, si jamais ça vous intéresse, des recrutements sont en cours. Alors, on cherche des développeurs, mais tous art directeurs, des seniors animateurs, des game designers. Alors, vous le savez, le studio est quand même basé en Pologne, d'ailleurs. Oui. Et on retrouve... quand même, on vient recruter, mais tu te retrouves pas à bosser avec n'importe qui non plus, puisque tu as des grands noms. Tu as Karolina Stachira, Arkadiusz Borowi, qui sont du coup des gens qui ont travaillé sur la conception de The Witcher. On a justement Mario Maltezos, McClure et encore Cade, c'est les gens qui ont fait Prince of Persia, des Horizons, des Deathloop et tout. Donc c'est quand même des beaux noms qui sont présents dans les studios. On essaie d'attirer évidemment de nouveaux développeurs à venir travailler en Pologne. On prend une bière, La Pologne, la Suède, un vivier de studios de jeux vidéo et de développeurs de jeux vidéo. Ils ont la chance d'avoir la fibre partout. Et c'est vrai. C'est vrai que l'Internet y est pour beaucoup. Voilà, pas de Dying Light 3 pour le moment, mais un futur projet. Et ça recrute. On va parler un peu de la PlayStation 5 maintenant. Oui. Certainement bien meilleur qu'un PC. Ah, mais oui. Vous saviez, vous, que la PlayStation 5 était plus puissante qu'un PC ? Moi, je le savais. Elle est plus puissante que plein de PC, même. Et si je vous dis que Forspoken tournera mieux sur vos PlayStation 5 que sur vos PC, ça vous paraît faux, là ? Ça nous paraît un mauvais développement. Ça me paraît être de la fainéantise de dev. Non, c'est ce que les... Non, c'est l'optimisation PC a été revue à la baisse, malheureusement. Écoutez, c'est ce qui assure pourtant le directeur technique Teppei Ono, le directeur technique de Forspoken. On le rappelle, quand même, le jeu initialement est censé sortir le 24. Il aurait pu être là dans quelques jours. Il a été reporté au 11 octobre prochain. Finalement, bonne fenêtre de sortie puisque Starfield aussi a été reporté. Oui, c'est vrai. Donc au final, le 11 octobre est une fenêtre... Non, c'est le 11 novembre. Oui, c'était le 11 novembre, mais bon, le fait est que... Ouais, mais tout le monde disait que c'était trop rapproché, blablabla. Il y a d'autres jeux qui sortent en octobre. Donc, mais au moins, voilà, ils vont pouvoir profiter de ce report. En tout cas, voilà, ils sont... il est arrivé en nous disant, voilà, il a pris la parole pour dire la dernière technologie qui a été utilisée sur le jeu va permettre justement au jeu de charger dans des délais extrêmement rapides. On s'est dit ok, super. Là il a dit oui, mais il faudra moins d'une seconde pour charger le jeu, enfin le RPG en soi. Ok, super. Et là il a dit non, mais il y a une nouvelle technologie, donc le FSR 2.0 du coup qui produit des sorties qui devraient normalement être upscalées, voilà, haute résolution et qui devrait par la suite donc réduire les temps de chargement pour un rendu beaucoup plus fluide.
quand on précise quand même non, ça chargera plus rapidement sur votre PS5 que sur votre PC. On a le droit de se poser quelques questions quand même. Oui, on a le droit de poser quelques questions. En plus, il me semble qu'ils ont déclaré mais si vous avez un SSD M2 sur votre PC, vous aurez des temps de chargement équivalents à PS5. Donc en gros, en fait, ça charge aussi vite qu'un SSD M2. Quoi. Ils ont rajouté, il faut que ce soit un SSD M2. Oui, il faut que ce soit un M2. Exactement. Après, elle a dit les temps de chargement pourraient varier entre 2 et 20 secondes selon le matériel utilisé par les joueurs. Alors, je sais pas quel état est votre PC. Si vous comptiez jouer sur PC, achetez une PS5, ça marche mieux. Ça va, 20 secondes, c'est pas non plus... Non, 20 secondes. Ça dépend. En fait, les temps de chargement, ça dépend où, ça dépend quand. Je sais que sur PS5, d'après ce que j'ai fait un peu de Horizon, il y a même certains temps où je crois qu'ils rallongent, entre guillemets, certains temps de chargement afin que tu aies le temps de lire les textes qu'il y a dans les écrans de chargement. Sinon, Oui, c'est pas bête, ça. T'as pas le temps de lire les textes. Oui, aujourd'hui, les jeux chargent très vite. Mais bon, tu joues à Pokémon Legend Arceus, le jeu est tellement pété graphiquement, je te dis, il charge très vite, le jeu aussi. Donc, T'as des jeux qui ont plus de temps de chargement. Oui, C'est-à-dire des temps de chargement entre guillemets camouflés pendant les séquences vidéo ou autres. Donc, je trouve le statement, il est pas ouf, sachant qu'ils viennent de faire un FF7 remake sur PC optimisé à la chasse qu'on vient de voir dans ton jeu tout à l'heure. Donc, c'est chaud un peu. C'est vrai. Écoute, c'était annoncé comme ça. On verra en temps voulu au moment de la sortie, au mois d'octobre. À mon avis, des gens ne manqueront pas de faire des tests et des essais. En tout cas, ça m'a surprise. J'ai dit obligé. On vous en parle. Quand j'entends ça, j'entends optimisation PC, c'est plus tard, d'accord ? Ouais, j'entends ça aussi en vrai. Priorité à la PlayStation. On verra, en tout cas, pour la suite. On va parler de la PS5 qui change de couleur. C'est bien, on n'en a pas, mais on peut en avoir pas, mais d'autres couleurs. Bah voilà. On peut acheter une coque, Voilà. c'est moins rare. Je sais. Tu peux faire semblant d'avoir une PS5 comme ça. J'avoue. Ouais, ça t'achètes marche. juste Pour les coques. briller en société. On se fait une partie de FIFA. Non, pas ce soir. Voilà. Mais si, tu mets ta PS4 au milieu des coques. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Ah, C'est le bien. truand. Alors, oui, on le rappelle, en décembre, Sony justement avait officialisé l'arrivée de ces plates, ces coques, ces façades, vous les appelez absolument comme vous voulez. Pour la PlayStation 5, d'ailleurs, ils voulaient un petit peu rattraper le retard, puisque ils sont arrivés un petit peu tard avec leurs plates. Il y avait déjà une marque du nom de D-Brain, par exemple, qui s'était bien étalée sur ce marché-là. Du coup, elle est arrivée, elle est revenue, donc elle a coupé un petit peu l'herbe sous le pied de ce concurrent pas très légal, en proposant du coup 2 modèles. Le premier, c'était le Midnight Black et le Cosmic Red. Vous les avez peut-être vus, la PlayStation noire, la PlayStation rouge. Elles sont chouettes leurs couleurs. Voilà, en janvier dernier, on nous annonce, on revient en mode on va avoir 3 coloris supplémentaires. Super. Cool. On les a vus, Galactic Purple, Starlight Blue ou encore Nova Pink. 3 nouvelles couleurs. Sauf qu'en fait, c'était pas dispo, on n'avait pas de date, on comprenait pas, donc on était un petit peu perdu. C'est un peu cher aussi. Ça y est, et ça reste à 54,99 €. Par contre, c'est toujours aussi cher. Genre, pour le coup, Pas si beau. ça ne change J'aime bien la rose, pas. moi. Moi, la violette, elle me dégoûte pas. Voilà. Après, Elle me dégoûte pas. personnellement, c'est le design de base de la PS5. J'y arrivais pas au début, mais je trouve que plus on avance dans le temps, plus ça vieillit ultra mal. Ouais, et puis là, on est sur. Puis en plus, il y a la version digitale qui, on le rappelle, une forme encore différente Vivement de la la version. V2 de cette console, quand même. Ouais, Pourquoi c'est vrai elles sont moins chères qu'on a hâte. Non, c'est qu'on a surtout la date de sortie. On sait désormais qu'elles seront disponibles. Alors, j'ai pas compris, il y avait le terme en avant-première. Pourquoi faire à partir du 17 juin. Donc voilà, au moins on le sait. Donc elles seront d'ailleurs accessibles à la vente par la suite chez n'importe lequel des revendeurs. Vous pourrez aller là-bas. Ça devrait arriver normalement mi-juillet. Ils ont dit au cours de l'été, donc on peut se dire mi-juillet à peu près. Je pense qu'on sera bon dans les timings. À voir si ça se vend bien, mais quand même assez. Je pense que ça va être assez succès parce que le blanc est pas très. Ouais, mais bon. Pas être problématique le blanc. Une bombe de peinture, un peu de scotch. Et la plupart des PlayStation ont toujours été grises ou noires. Ouais. Et là, on te sort une version vraiment blanche. Je sais. On en parlait hier avec les chaleurs. Il y a des gens qui jouent avec des manettes de PlayStation 5 blanches et ils sont en train d'en chier. En mode, oula, compliqué. Je joue beaucoup, la manette blanche. Ah ouais, c'est. Déjà que t'as chaud, quoi. Donc... Elle meurt vite, ouais. Compliqué. Bon, on enchaîne encore. Désolé, on va rester chez. Ils ont payé très cher leur actu. Sony, PlayStation, en ce moment. Là, vraiment, ils sont partout. Genre, en mode, il n'y a pas grand chose. Et en plus, il n'y a que eux. Mais là, cette fois-ci, encore une chose qui, pour le coup, m'a véritablement surprise. Est-ce que vous saviez que Sony allait offrir des places pour le Hellfest
Yes. Vous connaissez tous le Hellfest? Bien sûr. Je recontextualise quand même, parce que peut-être que chez vous, non. Oui, c'est quoi le Hellfest? Le Hellfest, c'est juste un festival de métal, voilà. Très bien. Gros festival de métal qu'elle a depuis de nombreuses années. Du coup, ils reviennent pour alors, une édition 2022. Ça aura lieu, pareil, du 17 juin au 26 juin. On y retrouvera 350 groupes, quand même, que vous allez donc pouvoir voir en live. Et voilà, si vous voulez participer tout simplement au Hellfest, Sony vous en offre la possibilité en laissant 10 passes d'une journée. Alors, pour ça, ils ont organisé une chasse aux trophées, c'est-à-dire... Sérieux? Oui. Donc vous savez, jusqu'au 24 mai prochain, vous avez donc 5 trophées à aller débloquer sur des jeux bien précis. Ça commence avec Horizon, on a Gran Turismo 7, Ratchet & Clank, Demon's Souls, si t'as pas l'abonnement, Destruction All Stars. Oui, Destruction All Stars. Eh ouais. Et une fois que vous avez débloqué, vous n'avez plus qu'à envoyer un screenshot avec le hashtag sur Twitter, hashtag #TryhardChallenge. Voilà. Et Sony prévoit du coup pas mal de choses au travers de tout ça, puisque en plus de ça, si vous gagnez des places, vous allez aussi avoir la possibilité d'aller jouer à la PlayStation avec des artistes. Ils appellent ça le Metal Combat. Le Metal Combat. J'ai hâte de faire le Mortal Kombat. Il y en a un qui a fait de rire, l'autre qui s'est mis comme... Une partie de Destruction Altar avec Ultraviolet. Que le stagiaire qui a trouvé... Je fais direct. En vrai, incroyable. Autre plus d'ailleurs, et c'est pour vraiment en mode, ah ouais, genre vraiment, ils ont investi le Hellfest. On le rappelle, il y a Sony Music. Alors, c'est pas si étonnant de voir Sony se rapprocher de la musique, mais Sony présentera d'ailleurs une émission qui s'appellera PlayStation Live from Hellfest tous les jours du festival de 19h30 à 21h30 sur sa chaîne. C'est cool. J'ai trouvé ça super. Franchement, cool, bravo pour le coup. Type de partenariat sur lesquels on les attendait pas vraiment, association entre des festivals de musique et Sony. Après, Sony c'est un label de musique aussi, et c'est pas Epic. C'est vrai que c'est pas le Hellfest dans Fortnite. Epic en France au Hellfest, ça paraît bizarre. Actuellement, nous on voit plus Blizzard au Hellfest. C'est vrai. C'est vrai aussi. Imaginez plus Blizzard. Oui. Mais écoute, très très cool. Voir si c'est un succès. On verra tout ça après le Hellfest. Tu rappelles les dates du Hellfest? Du 17 au 26. Juin. Très bien. C'est le mois prochain, impeccable. Et on termine avec Jim Ryan. On fait la petite update, parce que vous savez, peut-être si vous nous avez regardé hier, on reparlait de ce mail polémique qui est passé en interne du côté de chez Sony. Mais écoutez, il semblerait qu'il y ait d'autres actualités. On revient un petit peu dessus. Sony et Insomniac ont décidé de faire un don depuis de $50 000 justement. Chacun, bien sûr, donc ça fait $100 000 en tout. À donc WRRAP pour Women's Reproductive Rights Assistance Project. En gros, c'est une association qui aide les femmes dans le besoin avec des accompagnements, des démarches, justement, en tout ce qui concerne obtention de contraceptifs ou encore des avortements. Et justement, le PDG d'Insomniac, Ted Price, a expliqué son geste en envoyant un mail à tous ses employés. Donc, encore un autre mail interne qui est parti. Et voilà, il expliquait d'ailleurs que de son côté, Sony prévoirait donc de développer des programmes et de fournir une aide financière à celles ou personnes en tout cas qui souhaitent et qui ont besoin d'aller voyager hors de leur état pour besoin de santé reproductif, on peut bien imaginer. Donc finalement, Sony soutient bien le droit à l'avortement, revient dessus. Exactement. Mais juste, ils ne veulent pas en parler, donc il ne faut pas le dire. C'est ça. Voilà. Hier, un mail en interne pour dire que ils ne prendraient pas parti, alors que Bungie a pris parti. Aujourd'hui, ils font un don, tu vois, en faveur du droit à l'avortement, donc ils prennent parti, mais il ne faut pas trop en parler quand même. C'est très bizarre, ce genre de positionnement. Bon, voilà, on va dire polémique débunkée, en tout cas au sein de chez Sony, mais c'est bien de rester avec une entente quand même dans les studios assez bonne. Des sujets, évidemment, qui aux États-Unis, en tout cas, semblent divisés. Allez, maintenant, parlons de Sonic. Sonic. Et oui, on change un petit peu. Oui, écoutez, il semblerait que Sonic 2 nous réserve encore quelques secrets, puisque vous savez peut-être, un niveau caché a été découvert dans Sonic. Alors, on remet ça. En gros, il y a une vidéo qui a été diffusée lors d'un événement qui s'appelle la Rullicon, qui a lieu en Corée du Sud. Et les fans de Sonic ont donc regardé, visionné tous ensemble une vidéo dans laquelle on diffuse plein d'extraits de différents jeux dans lesquels s'illustre la mascotte de Sega. C'est là où on commence à apercevoir une petite zone, un petit passage du nom de Hidden Palace. Alors forcément, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce terme. Alors il y a des organismes d'ailleurs de préservation des jeux vidéo qui ont repris ce nom-là, mais il s'agit surtout d'une des zones secrètes, une des zones cachées les plus célèbres même du jeu vidéo dans son intégralité.
Et là, je parle pas seulement de la licence, bien évidemment, de Sonic. Et du coup, à la base, qu'est-ce qui s'est passé avec cette zone ? C'était une zone qui était prévue et pensée pour être un parcours bonus qui devait donc interférer dans l'histoire de Sonic. C'était dans lequel, en fait, quand il se transforme en Super Sonic, il était censé passer par cet endroit-là. Sauf que bon, le contexte de l'époque un petit peu compliqué, le développement un petit peu compliqué, le jeu a dû renoncer à certaines choses, et du coup Yuji Naka, d'ailleurs on en parlait encore tout à l'heure, il s'agit quand même du créateur de Sonic, son papa. Et du coup, ces équipes ont décidé donc d'abandonner la zone en supprimant donc au profit des autres niveaux principaux de l'aventure. Et là, il vient de réapparaître. Alors, il était déjà réapparu une première fois. Parce qu'il y avait un prototype qui avait été déterré à l'époque, qui était rendu d'ailleurs disponible. Il y a des rééditions qui ont eu lieu. Là, on l'avait même en dispo sur les mobiles. Et donc là, on revient et comme vous le savez, Sonic Origins va revenir d'ici peu et présentera du coup tous les jeux de la collection Sonic, aussi simplement que ça. Donc bien sûr, on peut s'attendre à pouvoir cette fois-ci aller s'amuser. Remaster des jeux de la collection Sonic, les 4 premiers Sonic et probablement ces niveaux cachés bonus. Le 23 juin la sortie, on le rappelle. La réponse le 23 juin, c'est cool d'avoir accès à pas mal de bonus en plus. En plus, là, une mise à jour sur les écrans HD du 16/9, la possibilité de jouer tous les persos dans tous les décors. On espère juste qu'il ne faut pas la précommande de la version de luxe pour avoir accès aux stages cachés du machin que si tu achètes après. Alors réfléchissez bien à votre édition. On en a déjà parlé. C'est ça, l'édition, si tu veux rien rater, il faut précommander la version de luxe du jeu. Point final. Donc tu mets directement dans le panier. Cocher toutes les cases. Sinon, tu ne cocheras jamais toutes les cases du jeu ou alors ça te coûtera très 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 cher. On se termine avec un petit joyeux anniversaire. Eh oui, ça au moins c'est gratuit. Et oui, aujourd'hui c'est un gros anniversaire qu'on fête puisqu'effectivement c'est aujourd'hui l'anniversaire de Max Payne 3 qui est sorti il y a 10 ans déjà quand même sur PS3. Alors on le rappelle, c'est quand même le jeu de tir à la 3e personne de Rockstar qui se déroule 9 ans après justement l'épisode de Max Payne 2. C'était quand même un jeu qui remarquait le retour des séquences d'action en bullet times évidemment puisque c'est un petit peu la spécialité. Et voilà, c'était sorti sur 360 et PS3 à l'époque. Il a quand même fallu attendre plus d'1 an pour avoir la version PC qui est arrivée au mois de juin, 1 an plus tard. PlayStation First. Exactement. Du coup, sacré anniversaire, on n'était pas prêts. Max Payne, vous avez joué à Max Payne ? Pas du tout. Oui. Ouais, t'as joué à Max Payne ? 1 et 2. Et le 3, non ? Pas le 3. Non, le 3, non, le 3. j'ai pas fait. Ah, c'est chelou, ça, pourquoi ? T'étais sur Xbox, peut-être, toi ? T'avais pas trop de PS3, non ? J'ai eu une PS3, mais on l'a vendue en 2009. Ouais. Déjà. Mais le 3, il était sur mais le 3 était sur les deux consoles, je pense. Était sur les deux Oui, il était, Entre-temps, j'étais passé à autre chose niveau jeu. Mais j'avais fait sur PlayStation 2, je crois. Ouais, le 2. Ça faisait assez peur, d'ailleurs. Quand j'étais gamin. Max Payne, ouais. C'était pas très friendly. On avait compris. Les sujets sont difficiles, c'est un polar noir. Ouais, c'est très très noir. Polar très très noir. Un peu dépression, quoi. Voilà, Max Payne, je vous rappelle, on parle de son grand retour à Max Payne dans les prochaines années. Peut-être une annonce d'ailleurs au Summer Game Fest des premières images du nouveau Max Payne de Rockstar. Alors, nouveau, non, parce que ce sera probablement un remake du 1 et du 2 dans les bacs. Mais quand même, écoutez, c'est un jeu qui est vieux, vraiment vieux. Et pour le coup, un petit remake d'un grand classique comme ça, ça mérite quand même bien le coup. Merci beaucoup, Lox, pour les brèves. On va continuer ce lunch play avec la suite et le test réalisé par Reza du sel et du sacrifice. C'est parti. Oui. Le test de Reza, bien sûr, personne ne craque durant les jingles ici. Tu as gagné le droit de manger du melon. Depuis tout à l'heure. Régale-toi, la pauvre n'a absolument rien mangé. Du melon sans sel. Sors la mangue. Exactement. Week-end. Et du melon sans sacrifice. La mangue. Tu es évidemment notre expert des jeux de gamer. Parce qu'ici, personne ne sait jouer à des jeux vidéo. Moi, je suis trop nul aussi. Exactement. Entre joueurs de jeux indés, joueurs de Pokémon et joueurs d'Apex, est-ce vraiment un jeu vidéo ? On ne peut pas évidemment tester. Figure-toi qu'il y a Chrono, il joue à Apex sur mobile en ce moment. C'est bien ce que je dis. T'as mis Chrono dans la sauce comme ça. C'est des jeux mobiles. Il l'a dit tout seul comme un grand sur Twitter. Il nous faut quand même quelqu'un pour jouer à des vrais jeux vidéo. Tu es là pour ça, Reza. Et tu as pu nous tester Salt and Sacrifice en long, en large et en travers. J'ai joué un peu, ouais. Je me fais expel. Tu vois, je me fais expelliarmus de ma commu. Ah ouais. Parce qu'ils ont dit qu'en ce moment, tu joues 3 des jeux 2D, tu joues 3 des roguelites. Et alors ? Du coup, ils m'ont renommé MK
roguelike. Oh. Et ils ont dit, tant que tu parles de roguelike, on revient plus dans le vocal. Donc moi, je viens plus dans le vocal. Ah, ils ont le démon contre Comment moi. tu te fais bully? Hein? Un peu. Ouais, mais qu'est-ce que on c'est se que bully ça tous entre nous. C'est terrible. Tu peux jouer quand même. Tu peux aussi ouvrir tes chakras. C'est terrible, mais sauf que du coup là on n'est pas vraiment entre guillemets sur un roguelike, mais on va en parler. Merci beaucoup Ken pour la passe D. On va parler de Salt and Sacrifice aujourd'hui, les gars. Est-ce qu'il y en a sur le plateau qui ont joué un peu? Ouais, pas c'est pas le deuxième épisode d'un. Exactement d'une ça. saga. Le premier c'était Salt and Sanctuary qui était sorti du coup, je dis pas de bêtises, en 2016 sur PC et en 2017 sur console. Le jeu est développé par Ska Studio, donc il me semble que c'est un couple qui s'en occupe, donc ils sont deux. Tout à l'heure on parlait de jeu à 1, là c'est un jeu à 2. Ouais, Donc mais demain on va deux, présenter un jeu à 3. Voilà. Un de quoi? C'est mignon, ils sont à 2, mais ils sont en couple. Ouais, Mais c'est deux, ça. voilà, là, c'est en deux ne couple. C'est font une qu'un. personne, quoi. C'est une personne. Waouh. C'est Du coup, un ça fait couple. qu'un, ouais, c'est Ça vrai. fait qu'un, ouais. C'est Ok. un couple de deux. C'est le plateau de l'amour ici, je comprends. Bah oui. Let's go. évidemment. Voilà, donc Salt and Sacrifice, c'est une sorte de fusion entre deux genres. C'est un action RPG qui va en 2D, qui va reprendre certaines mécaniques des Souls-like, qui va reprendre aussi certaines mécaniques Ouais, voilà. du classique Castlevania. Donc voilà, tous ceux qui aiment bien ce genre de jeu, je pense que vous allez vous y retrouver. Et qu'une atmosphère assez sombre, typée fantasy. Bref, tout ce qu'il y a pour vous faire plaisir. Donc pour le côté Soul, en effet, chaque mort vous fera laisser votre sel et l'argent récolté pendant votre périple. Encore une fois, le principe de mourir, laisser son stuff à un endroit et de venir me le rappelle quelque récupérer quand on aura ressuscité, exactement. À la place des feux de camp, Salt and Sacrifice propose des sanctuaires qui vous permettent de récupérer vos PV et donc vos potions aussi, puisque tu as un système de potions qui marche exactement comme nos Souls où tu vas récupérer certaines plantes, certains objets pour pouvoir améliorer et en avoir plus. Au début, tu en as 5, je crois. Là, maintenant, j'en ai 7 à peu près ou 8. Ouais, je crois que tu peux monter beaucoup plus haut. On retrouve aussi des raccourcis classiques à débloquer par niveau pour avoir accès au retour sur les sanctuaires. Donc des portes qui sont ouvrables que d'un seul côté, des échelles, des trappes, tout ce qui va avec. Donc voilà, on est vraiment dans ce côté-là, on ressent vraiment les influences des 10 dernières années. Derrière, on a un côté platforming quand même qui est très présent et très mis en avant. Les déplacements de base sont assez rigides, mais rigides dans le style Castlevania. Donc ça, il y a pas mal de gens qui aiment bien, il y en a qui aiment moins. Il y a de l'endurance. Il y a une barre d'endurance, ouais, Ok. tout ça de toute façon. Barre de vie, barre de stamina, tout ça comme d'habitude. Magie aussi. Projectile. J'ai pas de barre de magie avec mon perso, moi je joue toujours les bagarreurs. Évidemment. Donc je veux guerrier, mais il y a magicien et tout, mais j'en parlerai plus tard dans la chronique, donc tu pourras voir ça tranquillement. Donc voilà, on a des déplacements que je disais assez rigides à la Castlevania qui se font ressentir. Un peu plus loin dans le jeu, on va débloquer un grappin, donc ce qui va nous permettre de fortement améliorer Ah ouais. la mobilité. On a aussi c'est pas des doubles sauts, mais on a des sauts rebonds contre le mur. Genre si tu sors exactement des wall jump, un peu la Ninja Gaiden, mais Oh, trop bien ça. sans les saltos. Sans les saltos, ouais. Tu sautes sur un mur, il s'accroche rapidement, tu rappuies pour sauter. Donc parfois tu auras des sortes de séquences 2D où il faut sauter de gauche à droite qui vont te permettre de monter au niveau supérieur. Le grappin, on le débloque un peu après, mais toujours dans le premier monde. Ça nous donnera aussi pareil à des zones qui sont de base non accessibles. Donc tout ça, ça va faire partie de la gimmick du jeu après, donc qui vont vous aider au fur et à mesure des mondes à avancer petit à petit. En supplément, certaines zones ne sont accessibles que via des tyroliennes. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien faire des tyroliennes, de l'acrobranche, Waouh. l'acrobranche, tout ça, je pense que vous allez être servi dans le jeu. Les mondes vous offrent une grande capacité de backtracking pour terminer des missions secondaires annexes qui se trouvent dans chaque monde. Donc, faut savoir Ah que ouais, d'accord. Donc tu peux revenir dans les mondes, faire Exactement. d'autres trucs avec d'autres objets, quoi. Exactement, parce qu'en fait, pour accéder au monde, on part d'un point de départ qui est le Val Magnanime, si je dis pas de bêtises, et de là-bas, il y a des sortes de pierres, des sortes de stèles un peu de la sorcellerie, Ouais. où on va composer des codes qui vont nous ouvrir un portail. Dans le portail pour aller chez KO, pour aller chez Lox, pour aller Ah chez ouais. Ken, tu vois, par exemple. Va aller À chez part- toi avec à un part- portail. Apparemment, Il y a un portail chez toi. Et à partir du moment... Venez, hein, écoutez. Et à partir du moment où on va chez KO, Ken ou Lox, là-bas on peut faire des choses. Manger un couscous chez Lox, tu vois, par exemple. Voler les financiers de KO, par exemple, Ah tu vois. ouais. Caresser le chat de Ken, par exemple. Eh oh. Et quand je reviens plus tard chez Ken, Permets pas. c'est jouer à... Ah bon? Pourquoi? Tu parles pas de caresser mon chat, non mais oh. Il y a que toi qui as le droit? Bah, Hein? Ah, t'es trop attends, méchant, Ken. déjà, c'est si le chat il veut bien. Comment? Ouais, je Il y rigole. avait des images, je crois, on pouvait caresser le chat dans le jeu. Ah oui, Ah, tu je peux sais pet the Tu peux dog pet dans the- ouais, Salt and ouais. Sacrifice aussi. Moi, je pète pas les dogs dans les... Oh non. Dans la vraie vie, mais pas dans les jeux. Ah, ok. Eh Voilà. ouais. Oh. C'est mieux comme ça, non? Oui. C'est mieux. Donc c'est voilà, vrai, non, on mais a accès oui. à des mondes, donc ça c'est vraiment pas mal. Ça fait partie un peu des éléments. Donc voilà, pour le platforming, pour le côté Soul, j'ai un peu fait le tour. Il y a d'autres trucs en plus que je vais vous laisser découvrir bien évidemment derrière. Et forcément, comme je parlais de Soul tout à l'heure, je vous parlais du mode histoire. Bah, comme dans Soul, il n'y a pas grand chose. Enfin, quand je dis il n'y a pas grand chose, voilà, les fans de Soul vont me tomber dessus dans le chat. Je vous attends, venez. Mais c'est en mode. T'as C'est en tendance mode à le- vite passer ce café, la touillette au bout d'un moment. La Hein. touillette, non, mais c'est en mode, voilà, c'est comme ça en fait. Dans Soul, généralement, tu regroupes des bribes d'histoire. En fait, tu vois, Oui. t'as entre guillemets, t'as l'histoire principale qui va pas te
donner beaucoup d'éléments. Et après, tu as tous les persos inhérents à l'histoire que tu vas rencontrer au fur et à mesure. C'est pour ça que les gens ils font des NG+, ils regroupent les histoires. Tel PNJ, tel machin. T'as son histoire, tu regroupes au fur et à mesure. Donc sur ce côté-là, en tout cas, sur ce côté-là, ils respectent bien le côté Souls. Alors hop, faut que je remonte rapidement. Voilà, notre personnage principal, donc celui que vous allez jouer, vous êtes un criminel. Faut savoir d'ailleurs de base, vous êtes un criminel. Peu importe qui vous choisissez, vous êtes un criminel. Le crime commis est au choix du joueur car il permettra d'obtenir un item de départ qui vous accompagnera dans votre quête. Donc ce sera à toi de choisir t'as fait quel crime en fait. Il y a quoi comme crime différent J'ai pas mis la liste de crimes. Mais moi j'ai pris le crime. Moi j'ai pris le crime qui me donne la pyromancie. Moi j'adore le feu. Ça c'est bien. Donc en gros t'as mis le feu à un bâtiment. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je peux te brûler. Tu peux brûler. Oui, c'est ça. Je peux brûler les gens, donc c'est vraiment pas mal. Vous l'aurez compris. Il a incarné, bah oui. Vous l'aurez compris, votre présence au Val magnanime est donc votre punition pour ce crime commis. Voilà. Donc vous êtes un mec qu'on va envoyer là-bas pour aller se bagarrer. Alors ensuite j'avais mis. Voilà, on commence le jeu en direction du Val magnanime où nous aurons pour mission de devenir un inquisiteur. Donc ce qui va se passer, c'est que là-bas, on est dans une sorte de monde magique. On vous a administré une dose de je ne sais quoi qui va faire en sorte que si vous mourrez là-bas, vous allez revenir à la vie. Et ce qui se passe, c'est qu'au début, vous êtes à dos de cheval attaché, vous allez vous faire canarder, vous allez mourir et vous allez vous réveiller. Revenir, ouais. Voilà, vous allez revenir. Donc il va dire, ok, finalement, je reviens à la vie. Enfin, si je suis mort, c'est pas que je suis pas mort, c'est que je suis mort, mais je reviens à la vie. Donc, ça a marché. Un inquisiteur, qu'est-ce que c'est ? Une sorte de chasseur pouvant revenir à la vie qui doit chasser du coup des mages avec et son nom. Donc on a le système un peu de puissance des mages. Donc voilà, les mages sans nom, c'est un peu les mages que tu peux malaxer assez facilement. Et les mages avec nom, c'est un peu les mages de niveau 99. Et eux, si tu les tues, tu peux manger leur cœur. Oui, c'est ça, les mages dévoreurs. Ouais. Et si tu manges leur cœur, ça level up, ça, non ? Ouais, tu récupères une partie de leur pouvoir, tu gagnes de l'XP, tout ce qui va avec. Ah ouais, façon Megaman, ok. Façon Megaman. Donc ces mages sèment la terreur et le chaos dans le royaume d'Altarstone. Donc voilà, je le disais tout à l'heure. C'est eux qu'il faut buter. Exactement. Il y en a combien en tout ? En tout, il y a un bestiaire, il y a 163 monstres, mais les mages, il y en a beaucoup moins. Parce que les mages, c'est un peu les... c'est les big boss, un peu les bigasses, tu vois. Voilà, donc notre boulot consistera donc, comme je disais, à les traquer entre les mondes, trouver des indices pour les dénicher et leur mettre la max, comme on dit dans le jeu de combat. Dans ce processus, nous aurons la possibilité du coup de manger leur cœur de certains mages pour avoir une partie de leur pouvoir. Bonus, vous aurez accès au bestiaire du jeu via le menu. Donc la question que tu m'as demandé juste avant, qui vous permettra de connaître l'histoire des mages démons que vous aurez rencontrés dans votre quête d'inquisiteur. À chaque côté, t'as chaque monstre, tu défiles avec le stick droit ou aussitôt au clavier, le Pokédex. T'as ton Pokédex et l'explication de chacune de ces créatures, 163 dans le jeu au total. Nosferatu. Voilà. Côté gameplay, quand vous lancez le jeu, vous aurez accès à 8 classes de personnages. Oui, à Nosferatu, t'as dit ? Ouais, 8 classes il voit tellement ce qu'il a envie de voir. Oui. C'est beau. Je vis dans un monde qui n'est pas le nôtre. En vrai. Vous aurez accès à 8 classes de personnages, Parmi lesquels ? Assassin. Clerc. Guerrier. Dueliste. Haute lame. Le samouraï. Paladin. Rôdeur. Rôdeur. Et sage. Rôdeur et sage. Est-ce que... Sage, c'est mage blanc, je crois. Ouais. Et rôdeur, c'est un mec avec une lance. C'est marrant d'appeler ça sage alors que t'es un criminel de base. Ouais, de ouf. Sage criminel. Un sage criminel, un criminel sage. Tout le monde peut commettre un crime sans faire exprès. Ouais. On dirait une phrase du ministère amer. J'ai pas fait exprès. Ça arrive. Rouler dessus, madame. Voilà. Est-ce que ces classes, ça sera à vie, ça changera fondamentalement ton panel de stats, ou alors est-ce un peu façon Souls, on dégage tout et on se remet un peu comme on veut après. Du coup, je suis pas allé, j'ai pas 50 heures de jeu, donc je sais pas si tu peux changer de classe pendant que tu joues. Et forcément, la classe que tu prends va du coup influer sur tes stats. On va y venir après. J'ai mis une vidéo de l'arbre de compétences. Ça va influer sur tes stats et forcément, quand tu vas level up ton personnage, tu vas devoir mettre des stats qui vont améliorer tes pouvoirs. Donc si tu joues à magicien, tu vas pas augmenter ta force brute par exemple, et vice versa. Donc là, on est vraiment sur un truc assez classique, starter kit et tout ce qui va avec. On a ensuite du coup l'arbre de compétences qu'on peut afficher. J'ai mis une vidéo dessus si j'ai pas de bêtises. Pour ce faire, il faut donc se rendre au sanctuaire. Vous allez au sanctuaire, vous posez un genou à terre, vous avez plusieurs options dedans. Donc si vous avez assez de sel, vous pouvez monter de niveau votre personnage qui va augmenter ses stats de base. Et à côté, vous avez juste en bas donc l'arbre de compétences qui va apparaître maintenant, qui est une giga araignée. Donc pour ceux qui comptent y jouer énormément, je pense que vous aurez de quoi mettre du temps de jeu. Je sais pas si je pourrais faire ça moi de mon côté, mais il y a vraiment pas mal de choses. Et justement dans l'arbre de compétences, tu peux monter toutes les capacités que tu vois qui sont affichées juste en dessous. Donc la force, l'agilité, la vitalité, la ténacité, arcana et tous les autres trucs qui vont avec. Je crois que j'avais encore la conviction, détermination et chance. Cet arbre, on dirait une toile d'araignée. Vertigineux le délire.
Je t'explique, j'ai vu la toile, j'ai compris que j'irais pas au bout du jeu. Bah Ouais, Non, mais les mecs, ils ont pris une map du ciel, ils ont fait vas-y. J'adore le jeu vidéo, mais ouais, ça fait une bonne durée de vie, c'est c'est cool. compliqué. Ouais, Bah, exactement ce que je du disais, coup, c'est moi. ouais. Si t'es un mec qui prend un jeu qui tempo un mois et qui joue que au même jeu, Oui. je pense que tu pourras trouver ton t'en as- bonheur. t'es bien. Tu pourras trouver ton bonheur dedans. Voilà. Donc alors, hop, vous avez excellente compétence, force du temps, on l'a compris. Ok, voilà. Vous l'aurez compris, il faudra monter les bonnes stats selon les capacités de votre starter pour optimiser votre progression. Donc là, voilà, j'ai mis un peu de gameplay dans le deuxième monde. Donc là, vous avez le grappin. Donc au début, si vous n'avez pas le grappin, c'est un peu difficile d'avoir accès à ce genre d'endroit. Mais j'ai fait une petite conclusion, voilà. On disait que de base, ce jeu mélangeait un peu les genres avec un Soul et un Castlevania. Malheureusement, je dis bien malheureusement, on va retrouver un côté un peu Monster Hunter, parce qu'au final, le but du jeu, c'est de chasser les mages. Bah oui. Comme je disais, tu vas dans les mondes, tu trouves des indices pour attraper les mages. Et le problème, c'est que ça se répète assez. C'est-à-dire, quand tu déniches un mage, tu le boxes une fois, il recule dans la map, tu le boxes une deuxième fois, il recule, tu le boxes une troisième fois, voire une quatrième fois. Après, tu arrives à l'endroit final où il est mid-bar, vous affrontez, tu récupères le cœur et tu passes à la suite. d'accord, ok. Donc t'as un peu ce côté-là. Sinon, c'est un bon jeu 2D, il fusionne bien les mécaniques. Le mix entre track de mage et platforming, il est plutôt cool. Le point négatif, comme je le disais, c'est que ça va beaucoup se répéter au niveau de la chasse. Donc on se retrouve rapidement à faire la même chose. Et toutes les stats doivent monter grâce au sel et l'XP. Ça veut dire que dans le jeu, il faut énormément farmer. Ah. Donc ceux qui sont pas trop de la team farming, ça peut être assez compliqué parce qu'en termes de difficulté, enfin quand je dis difficulté, c'est même pas en mode ouais ils ont des patterns de fou, c'est difficulté en mode à un moment tu vas te retrouver à pas taper assez fort et à te faire taper trop fort. Ah ouais. Ça peut arriver assez vite, donc forcément va falloir être bon dessus, savoir comment bien récupérer, se te fait farmer. Après le farm il monte assez rapidement parce qu'à chaque fois que tu touches une stèle où tu reprends tes points de vie hautes, bah, les ennemis réapparaissent comme dans Souls. Ouais. Donc tu peux aller les Tu peux tuer, aller refaire reprendre. les ennemis forts. Mais je pense pas que ce soit la chose la plus intéressante dans un jeu vidéo Non, je suis d'accord au avec global toi. quoi. Ouais. D'accord avec toi. Ça peut limite être un reproche et un défaut dans Oui. un jeu. Donc, Aujourd'hui, ça. oui. Donc voilà, ce mécanisme se répète et nous force à rentrer dans une spirale de farming plus backtracking, pas très intéressante. On peut faire allusion du coup, comme je le disais, à un côté Monster Hunter qui est voulu ou non. Donc côté de la direction artistique, le jeu s'en sort bien et propose un univers bien à lui. Le doublage français qui était pas très ouf sur le premier, je crois que c'était pas fou, il y en Ah, il y avait en a même encore plus. un, là, c'est Il me cool. semble, il est super bien fait. Ah, top. Ça reste une bonne expérience overall pour passer un bon moment si le rythme ne dérange pas. Le gameplay rapidement pour les boutons, parce que j'ai sauté cette partie tout à l'heure, comme on était passé de l'arbre de compétences. C'est un jeu assez classique, t'as un bouton pour les coups légers, un bouton pour les coups heavy. D'accord. T'as des air combos, puisque t'as un saut, t'as un bouton de garde, t'as une roulade et t'as un bouton pour les projectiles. Si tu mets la garde au dernier moment, t'as une sorte de just defend, du coup Cool. voilà qui te permet de taper plus vite. 2 fois avant pour la course. Et voilà, c'est 2 parti fois avant le pour jeu. la course, ok. Ah oui, c'est des mécaniques 2D assez classiques finalement. Et un bon mix platformer Souls. C'est ça. Niveau combat contre les ennemis, c'est pas trop répétitif quand même non plus. Ça peut- Est-ce que les ennemis t'obligent à varier un peu ton gameplay? Ça va dépendre en fait, tu vas plus se retrouver dans une situation où est-ce qu'il y a plusieurs ennemis ou est-ce qu'il y a qu'un ennemi. D'accord. Donc des fois les projos ça marche mieux, les projos sont vraiment forts je trouve dans le jeu. Des fois c'est bien de venir au corps à corps, t'as des ennemis qui sont un peu bêtes ou des mages qui ont pas forcément des patterns de fou. Donc tu te mets au corps à corps, tu lui mets 2 ou 3 coups, parfois c'est un seul coup, tu fais une roulade derrière lui, il tape dans le vent, tu retapes, tu refais une roulade derrière lui, Ouais. tu tapes dans le vent, il retape. Je vois. T'as des ennemis ça va être un peu plus compliqué parce qu'au bout d'un moment les mages commencent à invoquer des sbires et invoquent des sbires de plus en plus forts. Donc là, ça va être soit t'es under level ou soit t'es assez fort, du coup tu te mets de loin, tu balances. Et parfois, les mages que tu chasses vont s'embrouiller et se battre contre les mecs de la map. Donc parfois, t'arrives, tu les laisses se mélanger entre eux, tu balances de loin. Donc voilà, tu vas un peu changer ta stratégie par rapport à la situation, ton niveau, tes dégâts et ce que tu prends. Top. Eh bien, écoute, impeccable. Si tu devais noter ton expérience de jeu sur 10 sur Salt and Sacrifice, combien est-ce que Sur tu mettrais? 10, je pense 7 sur 10. 7 sur C'est 10 bien. en 7 sur expérience de 10. jeu. Plutôt 7 une sur expérience 10, et agréable. sachant que moi, je suis assez. Enfin, sur les notes, je suis assez dur. Ouais. Donc 7 sur 10, je pense que c'est quand même une bonne note. Je pense que ceux qui kiffent les jeux 2D, ceux qui kiffent le genre vont s'amuser. Ceux qui sont pas trop fans du rythme de base des Souls et tout ce qui va avec retrouveront ce même rythme, donc ça peut être un peu compliqué. Donc, Voilà. on rappelle, le jeu est disponible sur toutes les plateformes, c'est ça? PC, c'est que Epic Game Store pour le moment. Très bien. L'ancien est sur Steam, Salt Très and bien. Sanctuary, mais Salt and Sacrifice, c'est que Epic et je sais pas s'il est sur console. Et le prix du jeu? Je l'ai acheté 16 €. 16 €. Oh, ça Impeccable. va. Voilà, c'est plutôt pas mal. Énormément de contenu de jeu. Un bon jeu, une expérience 2D, un univers attachant. Voilà, Salt and Sacrifice. Merci beaucoup, Reza, De pour rien. ce test. Cette émission touche à sa fin et nous allons nous retrouver dans quelques instants avec l'équipe de JV pour JV Lebdo, Panta et toute sa clique. Merci, Lox. Merci à toi, d'avoir été Ken. avec moi Encore une fois, merci, ma très chère K.O. Merci à d'avoir vous. été avec nous. Merci à vous tous d'être toujours aussi nombreux pour ce lunch. On se retrouve bien entendu demain à la même heure pour d'autres sujets d'actu. Bisous à tous et très bonne suite des programmes sur le stream. Soit.